La scène s'ouvre au Palais du Diable, un autre nom de l'alliance démoniaque de Murom, où une grande foule de gens s'est rassemblée, à la grande surprise d'un nouveau venu. Un homme barbu explique qu'ils sont prêts à accepter n'importe qui, quelle que soit leur faction ou leur secte, et à leur enseigner les arts martiaux démoniaques tant qu'ils ont du talent. Il se demande quel imbécile laisserait passer une telle opportunité. Son compagnon déplore qu'il soit trop vieux, sinon il se serait présenté. L'attention de l'homme barbu est attirée par une vue étrange dans la foule, et il se demande si quelqu'un est mort. Mais son compagnon se moque de sa conclusion, lui rappelant que la compétition des 10 du Palais du Diable n'a pas encore commencé. L'homme barbu demande à nouveau qui est ce jeune homme qui ressemble à un croque-mort. Tous les regards se tournent vers le jeune homme qui traverse la foule. Ce jeune homme nommé Beau Un Sol pense à son grand-père et que ce n'est que le début. Un Sol se souvient de son grand-père qui lui a donné ce nom après l'avoir trouvé abandonné dans un champ de neige. Un Sol continue de se remémorer comment il a appris le métier d'enterrer les morts de son grand-père qui était aussi croque-mort. Il se souvient avoir dit à son grand-père que le corps appartenait à un expert dans un style de combat à l'épée extrêmement rapide, expliquant que ce qui lui faisait penser cela était son observation de la grande forme physique des muscles de sa jambe gauche, en particulier la partie avant de son mollet, ce qui est une caractéristique des pratiquants de ce type de style de combat à l'épée. Le grand-père sourit, impressionné par l'observation perspicace de son petit-fils, et le félicite, disant qu'il est un croque-mort doué venu du ciel. Un Sol se souvient à quel point sa vie était difficile et comment les gens le détestaient à cause de sa profession, mais il était heureux d'être avec son grand-père qui était son soutien dans toutes les difficultés qu'il a traversées jusqu'à ce jour fatidique. Une nuit, le grand-père remarqua quelqu'un à l'extérieur et soupira en disant que les bonnes personnes ne viennent jamais vous chercher, et ceux qui le font ne sont jamais bons. Pendant qu'un Sol dormait, son grand-père le réveilla et lui suggéra de jouer à un jeu de celui qui peut le mieux faire semblant d'être mort. Puis il lui promit qu'il lui achèterait les vêtements et l'épée qu'il avait toujours voulu s'il jouait bien cette fois, et son visage s'illumina de joie. Son grand-père lui demanda d'essayer de tenir jusqu'au lever du soleil, ce qui le surprit. Après cela, le grand-père quitta la maison en portant son épée. Dehors, un homme mystérieux attendait le grand-père d'Un Sol, et l'homme s'adressa au grand-père en disant qu'il s'était bien caché comme un rat. Puis il révéla la véritable identité du grand-père, l'appelant par le nom de Bogan Yang, la lame démoniaque à 7 branches. Le grand-père admit qu'il n'avait pas entendu ce nom depuis longtemps. L'homme mystérieux le réprimanda pour avoir abandonné son poste de maître adjoint du palais, pour vivre une vie misérable dans un travail subalterne comme enterrer les morts. Le grand-père corrigea l'idée fausse de l'homme mystérieux, expliquant qu'il n'avait pas entrepris cette profession pour vivre une vie misérable, mais pour expier ses péchés. Puis il lui offrit sa vie, lui demandant de le tuer ailleurs afin que les innocents ne soient pas blessés, et l'homme mystérieux rit moqueusement. L'homme mystérieux accepte la requête du grand-père de se déplacer vers un autre endroit et l'avertit de ne pas essayer de s'échapper. Pendant ce temps, Un Sol se cache à proximité, et il soupire de soulagement en croyant que le danger est passé. Mais il commence bientôt à trembler et pense qu'il ne peut plus le supporter, car bien qu'il veuille désespérément l'uniforme officiel et l'épée que son grand-père lui a promis, le froid est devenu insupportable. Un Sol sort de sa cachette et se demande où est son grand-père, qui avait l'habitude de l'attendre après la fin de leur jeu, et il suppose que les agents de la force publique l'ont convoqué à nouveau. Il est en colère contre ces hommes qui ne considèrent pas les croque-morts comme des êtres humains. Un Sol avance dans l'endroit pour être confronté à une scène horrible, et il court rapidement pour trouver son grand-père allongé sur le sol avec du sang qui coule de ses yeux. Un Sol crie, appelant son grand-père, et se précipite vers lui, lui demandant sous le choc ce qui s'est passé, mais il ne fait que s'excuser auprès de lui. Le grand-père lui dit que son heure est venue et essaie de lui demander de ne pas continuer dans la profession d'enterrer les morts, mais il crache du sang avant de pouvoir terminer sa phrase. Un Sol le supplie d'arrêter de parler, mais il insiste pour qu'il l'écoute attentivement et lui demande de ne jamais penser à la vengeance. Le Un Sol en pleurs refuse sa requête, disant qu'il ne peut pas pardonner à ceux qui lui ont fait ça. Il lui dit qu'il préférerait mourir et partir avec lui, lui rappelant ses paroles constantes selon lesquelles il n'y a pas de différence entre l'enfer et ce monde, et qu'il préférerait être en enfer avec lui plutôt que de rester ici sans lui. Comme dernière requête, le grand-père le supplie d'aller loin et lui dit qu'il était très heureux du temps qu'ils ont passé ensemble. Puis il rend son dernier souffle et tombe au sol. Le visage d'Un Sol est rempli de larmes, ne croyant pas ce qui se passe. Après un moment, Un Sol se tient devant le corps de son grand-père, qu'il a préparé pour l'enterrement. Il touche son visage et réalise que sa requête de ne pas se venger était pour le protéger, mais il décide qu'il ne peut pas lui obéir cette fois. Il commence à examiner attentivement ses blessures et remarque que ses bras ont été coupés en même temps. Dans un mouvement rare de coupe de haut en bas, il découvre que l'attaquant a changé le mouvement au milieu pour lui poignarder également les yeux. Un Sol déduit que ce style d'épée étrange doit provenir de la secte démoniaque et l'identifie comme la technique du yoga Tiankyu. Il passe ensuite à l'examen de son dos et trouve 93 traces de l'utilisation d'armes cachées, ce qui l'amène à la conclusion que l'attaquant n'a reçu l'aide de personne, mais a utilisé un outil qui pouvait lancer des centaines d'armes cachées à la fois. Enfin, il remarque une étrange décoloration sous sa langue et ses ongles.
Un Sol déduit que cette décoloration se produit lorsqu'on est empoisonné avec un poison mortel qui provoque la pourriture de la chair et du sang. Sur la base de tout ce qu'il a vu, il arrive aux spécifications du tueur. C'est une personne qui appartient à la secte démoniaque, a appris la technique du yoga Tianqiu, possède une arme cachée de haute qualité et utilise des armes mortelles qui provoquent la pourriture de la chair et la détérioration du sang. Et un Sol croit qu'il ne peut pas y avoir beaucoup de gens qui correspondent à ces spécifications. Il regarde le corps de son grand-père avec détermination et jure qu'il trouvera le tueur quoi qu'il arrive. De retour dans le présent, un Sol arrive au bureau d'enregistrement au Palais du Diable et écrit son nom beau un Sol du clan gagnant. Les employés se moquent de lui, se demandant quel genre de clan rural est gagnant, et ils supposent qu'il a probablement eu peur quand il a vu les formulaires de consentement pour abandonner l'autonomie corporelle. Alors que l'un d'eux exige grossièrement qu'il mette son empreinte digitale ou qu'il parte, un Sol se mord le pouce pour faire couler le sang à la stupéfaction des employés. Un Sol pense qu'au moment où son grand-père est mort, sa vie a été brisée, et il ne lui reste plus que le chemin de la vengeance. Puis il presse son pouce ensanglanté sur le papier d'enregistrement. Il pense que cette compétition sera son premier pas vers la vengeance. La longue histoire de conflit entre les sectes orthodoxes et non orthodoxes pour le contrôle du monde de Murom est ensuite passée en revue. Les sectes orthodoxes, qui recherchent la justice, sont dirigées par l'Alliance Murom. Alors que les sectes non orthodoxes sont centrées autour du Palais du Diable, qui vénèrent exclusivement le pouvoir, les deux forces ont maintenu un équilibre pendant longtemps. Mais les sectes orthodoxes voulaient obtenir un avantage, ce qui a conduit à la création de 18 maîtres martiaux connus sous le nom des plus grands maîtres du bien. Pour contrer cette nouvelle menace, le Palais du Diable a décidé de concevoir un moyen d'améliorer également leur pouvoir, et leur plan était de créer les 10 seigneurs démons. Cette offre, qui nécessitait la sélection de 10 génies, quelles que soient leurs affiliations précédentes, et l'enseignement des arts martiaux des 10 sectes démoniaques, a attiré de nombreux jeunes qui se sont dirigés vers le Palais du Diable. Un Sol se tient au milieu de la foule et sent une aura puissante émanant d'un nombre considérable de personnes présentes. Il pense qu'il est probable que parmi eux se trouve quelqu'un lié au tueur de son grand-père. Comme le tueur est un maître des arts martiaux au-delà de sa capacité à juger, un Sol se rend compte que pour se venger d'une telle figure, il doit lui-même devenir un maître des arts martiaux. Et comme il n'a aucune affiliation ni arts martiaux pour le moment, devenir l'un des 10 seigneurs démons est sa seule façon de devenir plus fort rapidement. Soudain, les candidats regardent quelqu'un avec étonnement alors qu'un homme majestueux avec des cheveux blancs épais et des yeux rouges apparaît et annonce d'une voix forte que son nom est l'instructeur en chef, Yuk Rien-yong, et les participants le reconnaissent comme le poignard d'or aux yeux sanglants. L'instructeur en chef Yuk Rien-yong poursuit son discours en expliquant que cet endroit est pour découvrir les plus grands génies parmi toutes les sectes démoniaques et que seuls ceux qui réussissent tous les tests préparés pour eux deviendront candidats pour devenir l'un des 10 seigneurs démons. Il annonce ensuite le premier test dans lequel les combattants du Palais du Diable examineront la forme physique des participants. Le test commence, et les examinateurs examinent les muscles et les os des candidats avec leurs mains, ce qui déconcerte certains participants qui s'attendaient à une compétition ou à un combat. Un Sol remarque que ceux qui réussissent cet examen sont dirigés vers le prochain endroit. Quand c'est le tour d'un Sol, l'un des examinateurs s'approche de lui, et après avoir touché son bras, il montre des signes de choc et de désespoir et pense en lui-même que ce jeune homme est fini. Bien qu'il soit surpris que quelqu'un avec le physique d'un Sol participe même, il sent une véritable intention de tuer indubitable émanant de lui, mais il décide quand même qu'il ne peut pas le laisser passer. Un Sol n'est pas surpris par le résultat car il était conscient que tout ce qu'il avait appris jusqu'à présent était comment prendre soin des cadavres et qu'il ne pouvait pas réussir un test basé sur la forme physique pour les arts martiaux. Cependant, il croyait que ce n'était pas la fin. Une fois le premier test terminé, l'un de ceux qui ont échoué crie, protestant que le test n'est pas juste du tout, se demandant quel est l'intérêt d'organiser une compétition en premier lieu si la forme physique est tout ce qui compte. L'instructeur en chef répond, expliquant que les muscles et les os sont la chose la plus importante pour apprendre les arts martiaux et qu'ils ont organisé cette compétition pour sélectionner des personnes talentueuses de différentes régions. Puis il le gronde pour avoir osé se plaindre alors qu'il ne pouvait même pas réussir les normes les plus simples. L'instructeur les rassure qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter et annonce que lors du deuxième test, il choisira personnellement ceux qui peuvent bien apprendre les arts martiaux malgré leur faible forme physique. Il annonce immédiatement le début du deuxième test, et le chef instructeur ordonne à tous ceux qui ont échoué au premier test de se battre jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule personne en vie. Tout le monde est choqué, se demandant comment cela peut être le test, et on leur ordonne de s'entretuer alors qu'ils sont tous du même côté. Mais l'un des candidats sourit, pensant que cette situation est bonne pour lui si quelqu'un doit être tué. Il tourne son regard vers Unsol et un jeune homme aux cheveux roux élève son énorme épée, déterminé à commencer par lui, et l'attaque, en criant qu'il doit mourir. En un éclair, le sang gicle. L'attaquant, qui s'appelle Wei Wanshung, a réussi à atteindre sa cible. Il tue habilement le jeune homme aux cheveux roux, ce qui choque et terrifie le reste des participants. Unsol observe la situation et essaie de l'analyser, remarquant que le tueur a à peine évité les côtes et a frappé le cœur directement, et conclut que bien que sa constitution soit faible, ses réflexes et son agilité sont vifs.
Wei Wansheng se vante de son acte et défie quiconque d'autre souhaite subir le même sort de s'avancer et de l'affronter. De loin, l'un des fonctionnaires commente que Wansheng agit de manière décisive mais manque de bon sens, et le chef instructeur acquiesce en disant que cet endroit est rempli d'idiots sans valeur. Un examinateur observe la situation en pensant que dans des batailles comme celle-ci, montrer sa force fait de vous une cible, mais il croit que ce qui s'est passé motivera les autres à bouger. En effet, la terreur et le chaos règnent parmi les candidats, et ils commencent à s'attaquer au hasard, en hurlant de panique. Le chef instructeur note que les jeunes hommes ne sont pas habitués à la mort. Le combat entre les apprentis s'intensifie alors que chacun d'eux tue l'autre sans pitié. Le chef instructeur ajoute que leurs sens sont facilement paralysés lorsqu'ils sont confrontés à leur fin potentielle, mais lui et son assistant voient bientôt que ce n'est pas le cas pour tout le monde car il semble que tous les participants ne soient pas des idiots, car un seul et un autre combattant ont conservé leur sang-froid et leur sobriété au milieu du massacre. Un seul observe ce qui se passe autour de lui et pense que ce sont des idiots parce qu'ils ont permis à la peur de la mort de les contrôler. Un seul analyse la situation rationnellement et se rend compte que l'ordre du chef instructeur était de survivre jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule personne, ce qui signifie que le but est de survivre, pas de tuer. Il est confiant qu'il peut assurer sa survie s'il réfléchit rationnellement et agit avec sang-froid, et il jure qu'il vivra quoi qu'il arrive. Soudain, l'un des combattants s'approche de lui en pensant qu'il a l'air pathétique et qu'il devait se cacher depuis tout ce temps. Un seul remarque les traces d'épée fine et élaborées sur les corps autour de lui et en conclut qu'elles sont l'œuvre d'une épée fine. Le combattant décide qu'il va le tuer lui-même. Il l'attaque en utilisant une arme étrange, mais un seul l'évite gracieusement et frappe la boîte qu'il transportait. L'attaquant se moque de lui en lui demandant à quoi sert la boîte sur son dos et s'il est un voyageur de commerce. Un seul l'ignore et ramasse un morceau de tissu sur le sol, et se souvient un instant de son grand-père et de la carte de Noël qu'il lui a donnée, et ses yeux rouges brillent de colère et de détermination. L'attaquant le voit tenir des outils étranges et lui demande sarcastiquement ce qu'il peut faire avec une épée aussi fragile. Avant qu'il ne puisse achever son attaque, l'autre combattant calme se jette sur lui et le tue d'un seul coup d'épée. Ce combattant dit à Unsol qu'il n'a pas besoin de le remercier et qu'avoir une personne pathétique comme lui distrait les adversaires et lui facilite la tâche. Il ajoute ensuite que bien qu'il ait une perspicacité aiguisée, il semble qu'il n'ait jamais appris les arts martiaux et qu'il puisse tuer quelqu'un comme lui à tout moment. De loin, le chef instructeur observe la situation, et son attention est attirée par l'épée du jeune homme, et il la reconnaît comme l'épée d'anéantissement, l'épée légendaire de l'âme noire qui était connue comme le plus fort des épéistes errants. Son assistant explique que ce jeune homme s'appelle Nyong Wangang, et on dit qu'il a trouvé le manuel secret et l'épée de l'âme noire dans une vallée isolée. Il ajoute que puisqu'il ne s'est entraîné qu'à partir du manuel, ses techniques manquent de raffinement, et ses mouvements laissent de nombreuses ouvertures. La discussion entre les instructeurs se poursuit avec l'assistant mentionnant qu'à l'heure actuelle, Nyong Wangang est le seul disciple de l'âme noire, et que malgré son manque de force physique, il est un candidat sérieux pour être l'un des 10 seigneurs démons et peut même être le vainqueur de ce test. Le chef instructeur acquiesce, ajoutant que bien que Wangang soit encore un novice qui n'est pas digne de porter l'épée d'anéantissement, il ne semble pas y avoir quelqu'un de plus fort que lui parmi ceux qui sont présents, à moins que quelque chose de complètement inattendu ne se produise. Après une longue période et la fin de la bataille féroce, seules 2 personnes sont encore en vie dans l'arène pleine de cadavres, Nyong Wangang et Unsol. Wangang se tient sur le terrain d'entraînement et exprime sa surprise qu'Unsol soit celui qui a réussi à survivre jusqu'à la fin. Il se tourne ensuite vers lui et le défie, en disant que s'il le tue, il deviendra également un candidat pour être l'un des 10 seigneurs démons et l'invite à l'attaquer. Unsol le regarde calmement et pense que bien qu'il se rende compte que Wangang est le plus fort ici, il a déjà découvert sa faiblesse, et il est confiant qu'il peut gagner contre lui sans aucun doute. Après avoir étudié son style de combat à partir des cadavres qu'il a laissés derrière lui, Wangang saute de sa place et propose sarcastiquement de tester un peu ses compétences, puis lance une attaque violente contre lui. Unsol esquive ses coups successifs avec habileté, il ne subit donc que des blessures superficielles. Wangang se moque de lui, en disant que tout ce qu'il sait faire, c'est esquiver maladroitement, et qu'il est impressionnant qu'il ait tenu si longtemps. Le chef instructeur et son assistant regardent le combat, et ils ont remarqué que bien qu'Unsol semble se faire battre impuissamment, il bouge en fait son corps au dernier moment de chaque coup pour éviter de recevoir une blessure mortelle. Le chef instructeur se rend compte avec étonnement qu'Unsol a mémorisé les schémas d'attaque d'un gang en examinant les cadavres, et il admire son incroyable niveau d'observation. Unsol s'adresse à Wangang calmement malgré son sang et lui dit que ses techniques d'épée sont pathétiques et qu'après toute cette avalanche d'attaques, tout ce qu'il a fait, c'est lui couper la chair, et ces mots le choquent. Les instructeurs sont stupéfaits de son audace à le provoquer, réalisant que malgré ses bonnes esquives, lancer une contre-attaque est une toute autre affaire, surtout avec son corps mince, ce qui rendra difficile de porter un coup efficace. Wangang est irrité par ces paroles et lui dit qu'il avait prévu de le laisser vivre un peu plus longtemps, mais son arrogance lui a fait décider de lui accorder son souhait de mourir rapidement. Il crie qu'il va exaucer son souhait et se prépare à porter un coup final. Unsol voit l'attaque arriver et se rend compte que sa chance ne se présentera qu'une seule fois.
Il se souvient de ce qu'il a découvert en examinant les cadavres, à savoir que son coup de grâce vise toujours les points vitaux de l'adversaire, en particulier le cœur et la tête. Il avait déduit que lorsqu'il se bat avec l'intention de tuer, son épée se dirige inévitablement vers la partie supérieure du corps de l'adversaire. En conséquence, lorsqu'un gang se précipite vers lui, visant sa tête, Eun-Sol se baisse rapidement et esquive le coup et dirige sa contre-attaque vers son cou, exploitant la faiblesse qu'il avait découverte. Au milieu du combat, Eun-Sol se souvient de sa connaissance du point vital de Tian-2, un point faible qui est difficile à renforcer même pour les maîtres d'arts martiaux. Et il se souvient que si un enfant le frappe de toutes ses forces, un adulte peut perdre conscience instantanément. Eun-Sol utilise cette connaissance et porte son coup décisif et dirige sa petite épée vers le cou de Hwang. Hwang se tient debout avec du sang qui coule de lui, puis tombe au sol, et ainsi Eun-Sol est le vainqueur du duel. L'Un-Sol épuisé et ensanglanté se demande si c'est fini. Les instructeurs regardent la scène avec choc, et l'assistant commente que ce qui s'est passé était une variable complètement inattendue. Alors que le chef instructeur exprime sa déception car il avait de grandes attentes pour l'art de l'épée de lame noire, il annonce ensuite à haute voix que Bo Eun-Sol a réussi le deuxième test. Dès qu'il entend la nouvelle, Eun-Sol tombe dans l'un de ses souvenirs et perd conscience et entre dans un rêve dans lequel il voit son grand-père l'appeler. Il court vers lui joyeusement, lui disant où il est. Mais quand il l'atteint, le grand-père lui dit qu'il ne peut pas le voir. Le rêve se transforme soudain en un cauchemar où il voit le visage défiguré de son grand-père confirmant qu'il ne peut pas du tout voir sa forme, et il se réveille terrifié. Eun-Sol se réveille et se retrouve dans un endroit étrange entouré de jeunes combattants de différents âges. Eun-Sol se retrouve à l'intérieur d'un navire et se rend compte qu'il s'est évanoui à cause d'une trop grande perte de sang. Il remarque que ses blessures graves ont été traitées, et il ne ressent plus aucune douleur. Il suppose donc qu'un médecin célèbre correspondant au statut du palais du diable l'a soigné. Il regarde autour de lui pour voir le reste des survivants et remarque qu'ils ont une forte constitution, et il reconnaît certains des visages. Il en conclut donc que ce sont eux qui ont réussi le premier test. Il sent leur regard de dédain, mais il voit que c'est normal. La porte du navire s'ouvre et on dit à tout le monde de descendre. Et l'un des fonctionnaires annonce qu'ils ont atteint la prochaine zone de test, qui est l'île de l'enfer. Les candidats suivent le fonctionnaire jusqu'à l'île à l'aspect inquiétant, et là, il montre un groupe de grottes et leur dit qu'ils y dormiront. Il leur ordonne de mettre de côté leurs vêtements et leurs armes précédents et de porter les nouveaux vêtements et épées qui ont été préparés pour eux et ajoute qu'ils sont libres de choisir la grotte qui leur convient. L'un des survivants dit qu'il a trouvé une grotte et qu'il l'a trouvée convenable et confortable, contrairement à ses attentes. Pendant ce temps, une bagarre éclate entre deux candidats pour le droit à l'une des grottes, mais d'autres interviennent pour mettre fin aux différends. Eun-Sol les regarde et pense que ces gens n'ont aucune idée de ce qui s'est passé lors du deuxième test et qu'ils sont tous satisfaits et détendus. Il remarque également que beaucoup d'entre eux portaient des vêtements chers, et il se demande s'ils sont tous issus de clans prestigieux. Eun-Sol réfléchit à ce qui s'est passé et en conclut que le deuxième test était un moyen de se débarrasser des personnes qui pouvaient être facilement tuées. Pendant ce temps, le fonctionnaire qui a supervisé la distribution des grottes s'approche de lui et lui reproche sa lenteur et l'exhorte à se dépêcher de choisir. Le fonctionnaire pense que bien que le regard perçant d'Eun-Sol ait attiré son attention, il ne s'attendait pas à sa survie, et il est maintenant curieux de voir sa prochaine décision. Eun-Sol montre une grotte sombre et peu attrayante annonçant qu'il l'a choisie. L'officiel se moque de lui en disant qu'il a choisi un endroit qui convient à ses vêtements miteux et qu'il est dégoûté. Mais l'officiel est impressionné par son choix et pense que c'est un vrai génie. Car il sait que bien que l'entrée de la grotte ait l'air petite et sale, l'intérieur est suffisamment spacieux pour s'entraîner, et sa petite entrée permet de se défendre facilement contre les intrus. L'officiel voit que la plupart des gens évitent cette grotte à cause de son entrée. Mais Eun-Sol a su évaluer la situation avec précision, puis lui demande de se préparer pour la prochaine étape. Une fois que tout le monde a mis le nouvel uniforme, l'officiel commence à expliquer la tâche suivante. Il explique que l'île de l'enfer compte 10 installations pour enseigner les arts martiaux, et dans chaque bâtiment, ils peuvent apprendre les arts martiaux de l'une des 10 sectes démoniaques. Il ajoute qu'on est libre de tous les apprendre ou de se concentrer sur un seul, et qu'ils ont une entière liberté pour organiser leur emploi du temps, que ce soit en dormant, en jouant, en apprenant les arts martiaux ou en s'entraînant seul. Cela surprend Eun-Sol car il se souvient de la brutalité du deuxième test, et il n'arrive pas à croire qu'on va les laisser s'entraîner en paix. Bientôt, les survivants commencent à se demander quel art martial ils devraient apprendre en premier, et la plupart d'entre eux sont d'accord sur la secte de l'épée de pluie de feu, dont ils ont entendu dire qu'elle est la plus forte. Tout le monde se précipite là-bas. Eun-Sol les regarde, pensant qu'il a également entendu dire qu'ils étaient les plus forts parmi les sectes démoniaques, et qu'apprendre leurs arts martiaux serait certainement utile. Mais il décide que ce n'est pas pour lui car il n'a jamais appris d'arts martiaux auparavant, donc il n'a pas besoin de commencer par les arts les plus forts. Eun-Sol réfléchit à ce dont il a vraiment besoin maintenant et prend un chemin différent. Eun-Sol se dirige vers l'une des installations d'entraînement aux arts martiaux. Eun-Sol arrive à un vieux bâtiment délabré et le reconnaît comme étant le pavillon de la bête errante. Il se souvient que la réputation de ce pavillon s'est tellement détériorée qu'il est à peine compté parmi les 10 sectes démoniaques,
et que la seule raison de sa survie est son histoire de remise de diplôme à un nombre considérable des plus grands maîtres d'arts martiaux de leur époque. Il se souvient aussi que son grand-père lui en avait parlé. Eun-Sol décide de s'entraîner ici, mais en avançant, il remarque que le sol devant lui bouge. Soudain, la tête d'un homme émerge du sol. L'homme se présente comme Sao, le maître de l'aile secrète du pavillon de la bête errante, et lui demande s'il est venu ici dans l'espoir de devenir l'un des 10 seigneurs démons. Eun-Sol se tient devant lui et répond respectueusement, confirmant qu'il est venu apprendre les arts martiaux du pavillon de la bête errante. Sao le regarde de haut en bas, puis rit et lui ordonne de partir pour ne pas hâter sa mort, annonçant qu'il n'a pas l'intention d'enseigner les arts martiaux, surtout à quelqu'un qui a l'air aussi fragile que lui. Eun-Sol répond au maître Sao avec confiance, expliquant qu'il a entendu dire que s'il apprenait les arts martiaux du pavillon de la bête errante, il gagnerait la capacité de survivre à tout. Sao se moque de ces paroles, exprimant sa surprise qu'ils connaissent des arts martiaux qui sont sur le point de disparaître. Il l'avertit ensuite que même les plus grands génies ont du mal à apprendre leurs arts martiaux car ils commencent par modifier le corps. Et avec sa condition physique actuelle, il mourrait en une journée. Il lui ordonne alors de partir puisqu'il a compris. Au lieu de partir, Eun-Sol s'incline complètement et pose son front sur le sol. Sao lui demande avec surprise ce qu'il fait, et Eun-Sol répond que puisqu'il a accepté de lui enseigner, il ne peut qu'offrir son respect à son nouveau maître. Sao le traite de fou têtu, mais il finit par céder et accepte de lui enseigner. Sao sort du sol et lui assure de ne pas se méprendre car il ne lui enseigne que parce que le palais du diable lui en a donné l'ordre. Il se présente ensuite à nouveau comme le maître du pavillon de la bête errante, Sao, et lui demande de l'appeler maître Sa à partir de maintenant. Eun-Sol essaie de se présenter, mais il l'interrompt en disant qu'il n'est que le stagiaire numéro 1. Sao commence l'entraînement immédiatement, et Eun-Sol se retrouve soudain dans l'obscurité totale et réalise qu'il ne voit rien. Sao lui dit qu'il a temporairement scellé sa vue en utilisant les techniques secrètes du pavillon de la nuit errante. Il explique qu'il s'agit d'une étape nécessaire pour apprendre le chemin de la bête errante, une technique de base qui aiguise tous les sens et donne à son propriétaire des réflexes de bête. Il ajoute que leurs arts martiaux sont différents des autres car ils changent radicalement selon la personne qui les apprend. Et pour cette raison, la maîtrise de la technique de base est très difficile, ce qui a conduit à une diminution du nombre de personnes essayant de la maîtriser jusqu'à ce que le pavillon atteigne son état actuel de délabrement. Mais il lui assure que s'il peut la maîtriser, il gagnera l'essence d'une bête errante, puis ajoute avec un sourire sarcastique que la plupart des gens meurent avant d'atteindre ce point. Sao lui dit qu'il devrait s'habituer à l'obscurité d'ici une heure environ et qu'il reviendra le voir ensuite. Eun-Sol se retrouve seul dans le noir et remarque que ses autres sens ne sont pas devenus plus aiguisés comme il s'y attendait. Il se rend compte qu'une heure est très longue et qu'il doit s'adapter le plus vite possible. Il pense que d'innombrables combattants sont en compétition pour devenir l'un des 10 seigneurs démons et que s'il est attaqué dans cet état, il sera complètement impuissant. À ce moment-là, un attaquant descend d'en haut en silence, mais Eun-Sol l'évite avec un mouvement instinctif et tombe au sol. Eun-Sol se rend compte à ce moment-là qu'avec sa vue disparue, son équilibre est maintenant la chose la plus importante. Pendant la nuit, Sao revient vers Eun-Sol et pense avec sarcasme que ce jeune homme doit être complètement perdu maintenant. Maître Sao revient après une heure et observe l'entraînement d'Eun-Sol et trouve sa méthode unique. Il pense que la plupart des stagiaires attendent patiemment que leurs autres sens reviennent au travail après avoir perdu la vue. Mais en revanche, Eun-Sol bouge violemment, imaginant un ennemi fantôme contre lequel s'entraîner. Eun-Sol bougeait avec une fluidité totale dans l'obscurité, et Sao en conclut que c'est la raison de son adaptation rapide à la nouvelle situation. Il remarque qu'Eun-Sol s'est habitué à l'obscurité et le met ensuite au défi d'essayer d'esquiver son épée. Après 3 jours d'entraînement continu et intense sous la pluie, Eun-Sol s'entraînait toujours avec Sao. Sao le surprend avec un mouvement rapide et frappe Eun-Sol à l'estomac avec la poignée de son épée, qu'il n'a pas pu esquiver. Sao contemple la situation et pense que 3 jours se sont écoulés et qu'il est temps pour Eun-Sol de commencer à remettre en question son style d'entraînement, mais il l'accepte sans poser de questions. Il arrête d'attaquer et lui demande pourquoi il n'est pas curieux de savoir comment éviter les attaques ou la théorie derrière l'entraînement. Eun-Sol répond qu'il se souvient qu'il a dit que l'essence des arts du pavillon du chevalier errant est d'atteindre l'illumination par soi-même. Il a donc supposé qu'il y avait une raison à ce qu'il faisait. Sao est surpris par sa réponse et admet qu'il a raison, puis lui dit avec enthousiasme de continuer à s'entraîner. Pendant l'entraînement, Eun-Sol atteint un nouveau stade de conscience et sent qu'il peut voir le chemin de l'épée à venir. Mais il réalise aussi qu'il ne peut pas esquiver la prochaine attaque, alors il décide de la bloquer à la place. Eun-Sol réussit à bloquer l'attaque de Sao, ce qui le surprend, et il se demande comment il a pu bloquer l'attaque silencieuse. Après seulement 3 jours d'entraînement, Eun-Sol tombe au sol épuisé et note qu'il n'a même pas pu bloquer correctement l'attaque. Sao s'approche de lui, puis lui offre à boire d'une gourde en bambou, et Eun-Sol le remercie. Eun-Sol boit et est surpris que ce ne soit pas de l'eau car il sent une énorme énergie circuler dans son corps comme si le sang qu'il avait perdu lui revenait. Sao lui dit que c'est l'eau spirituelle de source supérieure qu'il a économisée toute sa vie, mais il n'a pas l'impression de la gaspiller pour lui. Sao pense en lui-même avec une grande excitation qu'il a enfin rencontré le génie qu'il attendait toute sa vie. À un autre moment,
l'entraînement d'Eunseol continue. Alors que Sao le met au défi d'essayer à nouveau de bloquer son attaque. Sao continue d'attaquer Eunseol avec des coups d'épée forts et successifs, mais Eunseol esquivait les attaques avec difficulté. Soudain, Sao apparut derrière Eunseol, exprimant son insatisfaction quant à la performance défensive d'Eunseol. Et soudain, Sao arrête d'attaquer, ce qui laisse Eunseol haletant et se demandant pourquoi il s'est arrêté. Puis Sao éclate d'un grand rire, annonçant qu'il a enfin trouvé ce qu'il cherchait depuis tout ce temps. À ce moment-là, le seau sur les yeux d'Eunseol se brise, et il recouvre la vue. Sao s'adresse à Eunseol par son nom complet et l'invite à oublier de devenir l'un des 10 seigneurs démons et à devenir plutôt un disciple officiel de son pavillon. Il lui promet que s'il le fait, il fera de lui l'un des 10 plus grands maîtres d'arts martiaux de la secte démoniaque d'ici 10 ans. Eunseol réfléchit à l'offre et se rend compte que Sao ne ment probablement pas sur sa promesse, mais il se souvient que le tueur de son grand-père est très compétent. Et il arrive à la conclusion qu'il ne peut pas se contenter d'apprendre uniquement les arts martiaux du pavillon de la bête errante. En conséquence, Eunseol annonce sa décision décisive qu'il deviendra un seigneur démon. Sao se moque de son ambition et lui dit de l'oublier si son but est d'apprendre les arts des 10 sectes démoniaques, expliquant que c'est impossible même pour quelqu'un d'aussi talentueux que le plus grand empereur démon céleste. Il lui explique que chaque art martial convient à une structure corporelle et un type d'énergie spécifique, et que peu importe le talent d'une personne, elle ne peut pas apprendre plus de 2 ou 3 types d'arts martiaux, et que se concentrer sur un seul art martial est le moyen le plus rapide de devenir le plus fort. Eunseol s'excuse pour son insistance, et Sao se demande s'il existe un moyen de faire changer d'avis à Eunseol. Finalement, Sao cède et accepte de lui enseigner un art martial différent. Eunseol est surpris par cela, expliquant qu'il n'a appris que les bases du pavillon des bêtes errantes. Ensuite, Sao surprend Eunseol avec une attaque rapide et décisive, mais Eunseol parvient à bloquer l'attaque tout seul. Sao lui révèle que les arts martiaux de son pavillon ne sont pas seulement transmis par des étapes ou des théories, et qu'Eunseol a en fait pratiqué le chemin de la bête sauvage de son pavillon tout ce temps. Eunseol réalise alors que tous les coups d'épée que Sao lui a dirigés n'étaient pas seulement un entraînement, mais étaient les véritables formes du chemin de la bête sauvage. Eunseol remercie son maître, mais Sao refuse ses remerciements, insistant sur le fait qu'il exécutait les ordres du palais du diable. Eunseol insiste sur sa gratitude, lui rappelant l'élixir qu'il lui a donné et promet qu'il n'oubliera jamais sa gentillesse. Sao lui dit de l'oublier, expliquant que c'est la nature du monde des arts martiaux du Jianghu, où oublier les faveurs et les rancunes est toujours la meilleure option. Puis, après un moment de silence, Eunseol lui dit qu'il va partir. Sao observe Eunseol de loin alors qu'il part et se demande avec étonnement d'où une personne aussi talentueuse pouvait venir et pense qu'une tempête sanglante va bientôt balayer l'île de l'enfer. Eunseol pense à sa capacité à sentir cela en apprenant le chemin de la bête errante, ce qui a rendu ses sens extrêmement aiguisés. Mais il voit que cette conscience constante est très fatigante même lorsqu'il ne fait rien, et il sent qu'il ne pourra pas se reposer correctement si la situation continue ainsi. Il décide donc qu'il doit apprendre à contrôler ses sens et à les supprimer autant que possible. Eunseol commence à se concentrer, essayant de contrôler ses sens comme s'il arrêtait une goutte d'eau. Et après quelques instants, il ouvre les yeux, sentant que cette quantité de contrôle suffit pour l'instant. Eunseol sort une carte et la regarde et pense que le palais du diable ne gardera pas les stagiaires sur l'île de l'enfer juste pour les entraîner indéfiniment. Il en conclut que le temps dont il dispose est sur le point de s'écouler. Et si c'est le cas, alors il n'a pas d'autre choix. Eunseol décide de se diriger vers la secte la plus forte parmi les 10 sectes démoniaques, qui est la secte de l'épée de pluie de feu fondée par l'empereur de l'épée de pluie de feu, Xuakuawon, qui était un rival du plus grand empereur démon céleste il y a 700 ans. En arrivant à la secte de l'épée de pluie de feu, Eunseol constate que leur salle d'arts martiaux ressemble à un palais majestueux comparé au modeste pavillon des bêtes errantes. Quand il s'approche de la porte, un homme l'ouvre et se demande qui est le visiteur à un tel moment. Eunseol réalise qu'il est instructeur d'arts martiaux dans cette secte, et il s'incline respectueusement, annonçant qu'il est venu apprendre leurs arts martiaux. L'instructeur lui demande de le suivre et lui explique que leurs arts de l'épée sont les plus vastes de tous les arts démoniaques, mais qu'ils prennent aussi le plus de temps. Il ajoute que ceux qui sont arrivés il y a un demi-mois ont déjà terminé le test élémentaire et sont passés au test intermédiaire, puis lui demande pourquoi il était si tard. Eunseol lui dit qu'il apprenait les arts martiaux au pavillon des bêtes errants depuis un demi-mois. L'instructeur est surpris et lui demande s'il veut dire qu'il a appris le chemin des bêtes errants, et Eunseol le confirme. L'instructeur pense en lui-même qu'il sait que ce garçon est un génie, mais il est impossible qu'il ait maîtrisé le chemin des bêtes errants en seulement un demi-mois. Il en conclut que ce qui s'est passé le plus probablement, c'est que Sao s'est agacé de lui et l'a renvoyé rapidement, et il voit qu'il n'y a rien à faire à ce sujet. Après cela, il se présente en disant que son nom est Jingak, et qu'il est en charge du test du débutant. Et il lui demande de l'appeler professeur. Jingak demande à Eunseol s'il a vraiment l'intention d'apprendre l'art de l'épée de pluie de feu, suggérant qu'il serait peut-être préférable pour lui de passer à un autre test. Eunseol le remercie de son inquiétude, mais il insiste pour apprendre les arts de la secte de l'épée de pluie de feu. Jingak accepte sa demande et lui montre ensuite un grand rouleau expliquant qu'il s'agit de la forme d'introduction et de la méthode pratique des 13 formes de pluie de feu,
et il lui demande de l'étudier et de s'exercer seul. Un Sol a l'air confus et se demande ce qu'il est censé en faire. Jingak se retourne avec désapprobation et lui demande s'il veut dire qu'il ne sait pas lire un manuel d'épée, et Un Sol admet qu'il ne le peut pas, expliquant qu'il n'a jamais appris l'escrime avant de venir ici. Jingak se fige sur place dans un état de choc, puis demande à nouveau à Un Sol pour s'assurer s'il est vrai qu'il n'a pas appris l'escrime de toute sa vie. Il pense en lui-même que ses dossiers indiquent bien qu'il n'a utilisé que la pluie de feu jusqu'à présent, et que même lors du deuxième test, il n'utilisait pas un style d'épée spécifique, mais il a toujours du mal à croire qu'il ne peut même pas exécuter les fondamentaux les plus élémentaires, qui sont les pas d'épée. D'un autre côté, il se souvient de ses incroyables compétences d'observation et de ses réflexes rapides lors du deuxième test, ainsi que de la perspicacité dont il a fait preuve lors du choix de sa grotte. Jingak réalise que s'il a atteint ce niveau alors qu'il est encore une ardoise complètement vierge, alors si on lui enseigne correctement, son potentiel sera immense. Jingak change sa stratégie et suggère que même s'il ne peut pas voir les pas d'épée, il peut lire, et il lui demande de lire ce qui est écrit sur le rouleau. Un Sol lit les mots à haute voix, la relaxation complète du corps, un flux fluide dans une seule entité, puis répète la première partie sur la relaxation du corps. Jingak lui explique que cela signifie qu'il doit se détendre et utiliser son corps de manière flexible lors de la pratique de l'escrime en se concentrant particulièrement sur la relaxation de son torse et de sa taille. Un Sol essaie d'appliquer les instructions, et il se penche dans une position étrange. Et Jingak pense qu'il est ironique qu'ils doivent enseigner ces bases dans un lieu dédié au choix des 10 seigneurs démons. Il lui demande de se tenir correctement à nouveau et corrige sa posture, expliquant que lorsque son corps est tendu, son torse est également tendu, et qu'il doit contrôler son esprit et le détendre afin que tout se déroule en douceur en un seul mouvement. Un Sol répond immédiatement, et sa position se stabilise. Jingak est surpris par la rapidité de sa compréhension et de sa correction de sa posture dès qu'il a parlé. Il lui dit avec un sourire satisfait que sa position est maintenant suffisante et qu'il va lui enseigner immédiatement les 13 formes de pluie de feu. Jingok commence à lui expliquer les mouvements, et Ansul les imite avec une précision et une rapidité étonnantes. Jingok confirme ses soupçons et réalise que ce garçon est vraiment talentueux. Une fois l'entraînement terminé, il lui dit qu'il doit maintenant imaginer un ennemi devant lui et utiliser les 13 formes de pluie de feu, expliquant qu'il s'agit du test qui lui permettra de passer dans la salle intermédiaire et que son but est de voir l'intention de l'épée inhérente à ses mouvements de base. Ansul réalise que l'opportunité qu'il attendait est arrivée plus tôt qu'il ne s'y attendait, et qu'il doit faire ses preuves ici et maintenant. Il ferme les yeux et se concentre, imaginant un ennemi qu'il doit vaincre. Il ouvre soudainement les yeux et libère la première technique des 13 formes de pluie de feu, le cyclone inégalé. Jingak le regarde avec intérêt, et Un Sol continue avec les deuxième et troisième techniques, les nuages brumeux flottants. Jingak regarde avec étonnement et se demande si ce qu'il voit est vraiment les formes de pluie de feu. Il se souvient que la technique des nuages brumeux flottants est censée être une technique d'épée douce et gracieuse, semblable dans son mouvement au mouvement des nuages et à la propagation du brouillard. Mais la façon dont Un Sol l'utilise est étrangement tranchante et mortelle. Jingak se demande avec étonnement si Un Sol change consciemment les mouvements. Car changer les mouvements de base d'une technique d'épée qui a été transmise de génération en génération est quelque chose que seul un grand maître peut faire. Il note que ces mouvements d'épée modifiés sont remplis d'une violente intention de tuer comme s'il affrontait l'ennemi de son maître ou de ses parents. Il pense que le style de combat de la secte de l'épée de pluie de feu, qui est considéré comme le chemin orthodoxe parmi les chemins de l'épée, a changé de manière aussi radicale, et il se demande quel genre de vie Un Sol a vécu pour porter tout cela. En même temps, Un Sol se sent étrange aussi car il remarque que le flux au bout de ses doigts change les chemins de l'épée comme il le souhaite. Il se demande si le chemin de la bête errante est la raison de cela, et il réalise que plus il utilise les formes de pluie de feu, plus les sens qu'il a acquis grâce au chemin de la bête errante deviennent aiguisés. Il pense à intégrer pleinement les deux styles, mais il hésite, réalisant que s'il le fait, cela produira un style d'escrime complètement différent et ne sera pas les 13 formes de pluie de feu requises pour le test. Il décide qu'il doit se dépêcher et revenir aux bases de l'épée originale. Soudain, l'image de l'ennemi dans son esprit devient plus claire, et il se fige sur place lorsqu'il réalise que c'est le bâtard qui a tué son grand-père. La colère d'Un Sol s'enflamme, et il se précipite en avant de toutes ses forces, libérant la 7e technique des 13 formes de pluie de feu, le cœur des 4 mers. Il lance une attaque féroce, mais l'adversaire l'esquive. Un Sol réalisa que son adversaire imaginaire est rapide, plus rapide que quiconque il a combattu jusqu'à présent. Puis il commence à imaginer l'adversaire l'attaquant. Il décide qu'il ne peut lui donner aucune opportunité d'attaquer et qu'il doit utiliser toutes les techniques restantes qu'il a en même temps. Il verse toute sa force dans son attaque, exécutant une série de coups dévastateurs, mais l'adversaire bloque toutes ses attaques et lui coupe les mains. Un Sol imagine l'attaque, lui coupant les 2 mains sans pouvoir éviter l'attaque ni même la bloquer. Une fois l'attaque terminée, Un Sol se tient haletant, ayant complètement épuisé son énergie. Jingak le regarde et pense qu'à la fin, il a perdu contre son ennemi. Mais il s'approche de lui et lui dit qu'il a réussi le test, et il le regarde avec confusion.
Jingak explique que ce qui est testé dans la salle élémentaire est la compréhension de l'épée par le stagiaire et sa capacité à exécuter les 13 formes de pluie de feu dans un vrai combat, et il lui assure qu'il l'a définitivement prouvé. Il lui rend son épée et lui dit que sa performance des formes de pluie de feu était incroyable, et il l'invite à aller dans la salle intermédiaire. Un seul pense au professeur, Jingak, et réalise que cela a dû être agaçant pour lui d'enseigner à quelqu'un qui ne connaît rien à l'escrime, mais il lui a quand même enseigné et lui a tout montré étape par étape. Un seul remercie l'instructeur Jingak pour tout le temps qu'il a passé avec lui, et il sourit et l'encourage à continuer à travailler encore plus dur à l'avenir. Il ajoute ensuite un avertissement, lui disant que son épée porte une intention de tuer particulièrement forte et lui conseille de faire attention à ne pas être contrôlé par cette intention. Un seul s'incline respectueusement et s'en va. Et ici, Jingak réalise pleinement qu'il disait la vérité et qu'il avait effectivement appris le chemin de la bête errante en seulement 2 semaines. Il pense que peut-être en raison de sa vitesse d'apprentissage incroyablement rapide, il est passé à la salle intermédiaire beaucoup plus vite qu'il ne s'y attendait. Il s'avoue qu'au début, il n'était pas sûr de pouvoir atteindre la salle intermédiaire, mais maintenant il en est absolument certain. Alors qu'un seul ouvre les portes de la salle suivante, Jingak pense à l'instructeur de la salle intermédiaire, Shawan Gang, et s'attend à ce que, bien qu'un gang puisse rejeter un seul au début, il finira par devenir obsédé par lui. Un seul entre dans la salle intermédiaire, et l'instructeur, un gang, le remarque et s'adresse à lui, en disant qu'il semble qu'il vient de passer la salle des débutants. Il se moque ensuite de lui, ajoutant que s'il a mis plus de 20 jours à comprendre 30 formes de Uavu, alors il perd son temps ici. Un seul explique qu'il était en retard parce qu'il a passé les 15 premiers jours dans le pavillon de Nangia. Un gang déduit de ses paroles qu'il prétend que son temps dans la salle des débutants n'était pas si lent et pense avec mépris qu'il doit être l'un de ceux qui ont fui en essayant de maîtriser le difficile chemin de la bête. Un gang lui ordonne de s'asseoir, exprimant son doute quant à sa capacité à suivre le rythme des autres. Un gang commence la leçon, expliquant que l'épée de pluie de feu tonitruante consiste en des mouvements rapides et que ceux qui ne sont pas habiles avec l'épée finiront par se blesser. Il ajoute que cet art martial est difficile à utiliser dans un vrai combat, tout comme les 13 formes de pluie de feu. Pourtant, ce n'est qu'un art martial de base qu'ils doivent apprendre à ce stade. Il souligne que leur objectif principal ne sera pas de gagner, mais de perfectionner leur maniement de l'épée. Après cela, il demande à l'un des stagiaires nommé Bayok Anseong de s'avancer et de choisir un adversaire pour un duel. Anseong demande s'il est libre de choisir n'importe qui, et l'instructeur le confirme. Alors Anseong pointe directement Anseol. Wan Gang a essayé de s'y opposer, mais Anseol lui rappelle qu'il a dit qu'il pouvait choisir n'importe qui. Wan Gang se met en colère et traite Anseol d'idiot, se demandant comment il compte tester son épée contre quelqu'un qui vient de terminer l'entraînement de la salle élémentaire et lui ordonne de choisir quelqu'un d'autre. Un seul intervient, disant que cela ne le dérange pas et qu'il l'affrontera. Il explique qu'il a appris à utiliser l'épée auprès de l'instructeur Jingak et croit qu'il apprendra plus vite s'il teste son épée contre d'autres. Un gang pense qu'un seul essaie juste de protéger sa fierté avec ses compétences limitées, mais il accepte publiquement, disant que connaître ses propres capacités est une compétence nécessaire, et il espère qu'un seul est suffisamment compétent pour atteindre la salle avancée. Anseong voit cela comme une occasion en or de se démarquer parmi les génies. S'il tue ce nouveau venu, il pourra établir sa position. Les deux adversaires se tiennent face à face, et Anseong dit à Anseol qu'il a du courage, mais qu'il a besoin de plus que cela pour survivre dans le monde de Murom. Puis il ordonne à un gang de commencer le duel. Le duel commence par une attaque féroce de Anseong, mais Anseol l'esquive avec habileté. Anseong continue son attaque, et leurs épées s'entrechoquent avec puissance. À travers cet affrontement, Anseong ressent la faiblesse de la résistance d'Anseol, et il réalise avec un sourire sarcastique qu'il est bien un novice complet. Anseong éclate de rire, se moquant de son adversaire idiot, puis annonce qu'il va lui montrer la véritable épée de pluie de feu tonitruante. Anseong lance une série d'attaques rapides, mais il est surpris qu'Anseol esquive tous ses coups avec aisance. De loin, l'instructeur Wan Gang observe la situation et pense que Byok Anseong n'est pas habile à utiliser l'épée. En revanche, il remarque qu'Anseol non seulement esquive les coups avec rapidité, mais semble également prédire chaque mouvement, ce qui suscite ses soupçons quant à la possibilité qu'il ait appris le chemin de la bête errante. Un gang rejette cette idée, réalisant que bien que le chemin de la bête errante soit l'art martial de base du pavillon de la bête errante, il est extrêmement difficile et ne peut être maîtrisé que par les maîtres les plus compétents. Et il est impossible pour quiconque, même un génie doué par le ciel, de l'apprendre en seulement 2 semaines. Un gang décide qu'il ne peut pas juger les compétences d'un seul simplement par son esquive et que ce duel est destiné à tester ses compétences dans l'utilisation de l'épée, pas ses réflexes. Anseol arrête d'esquiver et commence à contre-attaquer en utilisant les 13 formes de pluie de feu, ce qui choque le reste des stagiaires. Anseong se moque de l'utilisation d'une technique de débutant par son adversaire et pense qu'il peut l'esquiver les yeux fermés, mais il remarque que la version de la technique d'Anseong est légèrement différente. Anseong est surpris lorsque le coup d'Anseong pénètre sa défense et le frappe. Anseong se met en colère, se demandant si Anseol a caché ses compétences tout ce temps et utilise une version modifiée des formes pour se moquer de lui.
Il devine qu'Eun Seol fait tout cela pour attirer l'attention de l'instructeur et passer immédiatement à la salle avancée. Han Xian réalise que si la situation continue ainsi, ce sera lui qui aura l'air d'un idiot. Il crie de colère, déclarant que ce sera lui qui ira dans la salle avancée et libère le style d'épée de son clan, le style d'épée Azura, en utilisant sa technique mortelle, la frappe brisant le sang. L'instructeur Wang Gang note qu'il s'agit d'un mouvement mortel de la secte de l'épée Azura, mais il est impressionné par le sang-froid d'un Sol car il n'a pas perdu l'équilibre dans une telle situation, ce qui le fait reconsidérer la possibilité qu'il ait effectivement appris le chemin de la bête errante. Han Seong continue son attaque féroce, criant que c'est la fin d'Eun Seol et utilise sa propre technique spéciale, la lune de vent sanglante protectrice, et les deux épées s'entrechoquent dans une énorme explosion d'énergie. Les étudiants restants et l'instructeur regardent sous le choc, tandis qu'Eun Seol se souvient d'avoir utilisé la 13e et dernière forme des formes de pluie de feu, infinie et illimitée. Le duel se termine avec Han Seong tombant au sol avec du sang coulant de sa bouche. Les étudiants se demandent avec horreur s'il est mort. Eun Seol rengaine calmement son épée. L'instructeur Wang Gang se confirme que Han Seong est bien mort, ayant reçu un coup précis à un point vital. Wang Gang demande à Eun Seol s'il a toujours été un disciple du pavillon du chevalier errant, et Eun Seol le nie. L'instructeur demande à nouveau, se demandant s'il prétend avoir pleinement maîtrisé le chemin de la bête errante en seulement 2 semaines, et un Sol répond qu'il n'a appris que les bases. Un Gang se moque de sa réponse, demandant sarcastiquement si le pavillon de la nuit errante enseigne également à ses disciples à mentir de nos jours. Un Sol commence à parler, mais l'instructeur l'interrompt, disant qu'il n'a pas besoin d'excuses et lui ordonne de nettoyer immédiatement le corps. Les étudiants chuchotent entre eux, exprimant leur choc face à un meurtre survenu lors d'un duel d'entraînement et se demandant pourquoi le coupable n'est pas puni. Un Gang leur crie de se taire et leur rappelle qu'il s'agit de l'île de l'enfer, pas d'une salle d'entraînement ordinaire, et que quiconque utilise une technique mortelle doit être prêt à mourir lui-même. Puis il annonce la reprise du test. Plusieurs autres duels ont lieu. Et une fois qu'ils sont terminés, un Gang rassemble les étudiants qui ont perdu et leur dit qu'ils ont échoué au test et doivent partir immédiatement pour trouver une autre salle d'arts martiaux. L'un d'eux proteste, disant que ce n'était qu'un seul match et il demande une autre chance, mais un Gang refuse fermement. Il leur explique qu'ils ont peut-être réussi les tests initiaux en raison de leurs conditions physiques, mais que l'apprentissage de l'épée de pluie de feu nécessite du talent et du potentiel ainsi que de verser du sang, de la sueur et des larmes pour surmonter ses propres limites. Il leur dit qu'ils ont échoué parce qu'ils manquent de ces qualités et leur ordonne ensuite de partir. Les étudiants qui ont échoué partent et seul un Sol reste dans la salle. Un Gang lui demande pourquoi il n'est pas parti, et un Sol demande s'il doit partir également. L'instructeur explique qu'il a gagné le duel et réussi le test, et doit donc passer au test avancé. Un Sol répond que s'il doit passer à un niveau supérieur, il préférerait rester ici. Un Gang lui demande la raison de sa décision, et un Sol explique que la seule technique d'épée qu'il a apprise est les 13 formes de pluie de feu et qu'il n'a encore rien appris dans la salle intermédiaire. Un Gang pense qu'un Sol a appris le chemin de la bête errante et a exposé la technique de la secte de l'épée Azura, et pourtant il prétend n'avoir rien appris. Un Gang accepte de lui enseigner l'épée de pluie de feu tonitruante, qui est considérée comme une continuation des 13 formes de pluie de feu. Mais il l'avertit d'un ton dur, disant qu'il déteste les petites astuces visant à attirer l'attention, et que s'il le voit utiliser une technique d'épée autre que les formes de pluie de feu, il lui coupera la tête immédiatement. Un Gang se sourit à lui-même, réalisant maintenant comment Eun Sol a pu maîtriser le chemin de la bête errante en seulement 2 semaines. Eun Sol commence son entraînement immédiatement, pratiquant la technique de la foudre perçante de l'épée de pluie de feu tonitruante. Après un court instant, Wang Gang l'arrête, disant qu'il semble qu'il ait déjà saisi les principes de la technique, et Eun Sol le regarde avec confusion. Après 4 jours, Eun Sol a maîtrisé l'entraînement. L'instructeur Wang Gang pense aux 4 derniers jours qu'il a passé à entraîner Eun Sol. Il l'avait testé de toutes les manières possibles et avait confirmé qu'il manquait complètement les fondamentaux des techniques d'épée. C'était bien quelqu'un qui venait de commencer à apprendre l'escrime. Cependant, Wang Gang était très impressionné par la persévérance et la concentration d'Eun Sol. Il s'entraînait comme si sa vie devait se terminer s'il n'apprenait pas les arts martiaux. Wang Gang explique à Eun Sol que l'épée de pluie de feu tonitruante est une technique qui repose sur la torsion rapide du corps pour séquencer les mouvements, ajoutant que tous ces mouvements impliquent d'agiter l'épée autour du corps, ce qui les rend irréalisables dans un vrai combat. Malgré cela, Wang Gang remarque qu'Eun Sol essaie d'utiliser chaque technique de manière pratique comme s'il essayait de tuer quelqu'un. Eun Sol demande si ce n'est pas le but des techniques d'épée. L'instructeur répond que les arts martiaux démoniaques nécessitent une intention de tuer, mais pour atteindre un niveau de maîtrise plus élevé, l'épée de pluie de feu abandonne l'aspect meurtrier. Wang Gang avertit Eun Sol que s'il ne peut pas se débarrasser de l'intention de tuer dans son esprit, il finira par créer un art martial qui lui nuira. Eun Sol réalise que l'instructeur dit la même chose que ce que l'instructeur Jin-gak lui a dit. Wang Gang admet que dans le passé et même maintenant, lui aussi a vécu avec une intention de tuer dans son cœur et a tué tous ceux qui se dressaient sur son chemin. Mais à cause de cela, il a perdu son honneur et sa fierté, et ses prouesses martiales se sont détériorées.
Wang Gang conseille à un Sol que les techniques visant à tuer peuvent sembler être un chemin vers un niveau supérieur, mais elles sont en réalité un obstacle sur le chemin infini de l'escrime, et il doit abandonner son intention de tuer. Un Sol se souvient des paroles de son grand-père selon lesquelles ceux qui utilisent l'épée ont souvent un passé plein de désespoir et de tragédie, c'est pourquoi les habitants de Murom détestent parler de leur passé. Un Sol demande pourquoi il lui raconte tout cela, et Wang Gang répond qu'il lui a déjà dit parce que lui aussi a vécu avec le meurtre dans son cœur. Wang Gang demande le nom d'un Sol, et il répond, Bo un Sol. Wang Gang réalise qu'il est le jeune homme que Jingak a mentionné qui a survécu au deuxième test et lui dit qu'il a un gros problème. Il explique que ce problème est son manque de fondamentaux en arts martiaux. Il explique que ses rivaux apprennent les arts martiaux depuis qu'ils sont jeunes, et que s'il veut commencer à apprendre correctement l'épée de pluie de feu dans la salle avancée, l'écart entre lui et eux ne fera que s'élargir. Par conséquent, il doit maîtriser rapidement les arts martiaux de base pour construire une base solide. Un Soul s'incline, le remerciant, et pense qu'il est prêt à abandonner même son âme pour cette opportunité. En arrivant à la salle avancée, Un Sol ressent une aura complètement différente et sent une sorte de férocité différente chez les stagiaires. Il remarque que plus personne ne le regarde avec mépris et réalise que la raison en est son meurtre de Byok Han-seong. Il pense à l'ironie entre sa profession précédente de nettoyage de cadavres, qui était méprisée, et le fait de tuer des gens avec une épée, qui est loué. Un vieil instructeur l'accueille, disant qu'il a entendu parler de lui et l'invite à s'asseoir car la leçon est sur le point de commencer. L'instructeur annonce que parce qu'il y a un nouveau stagiaire, il expliquera la lecture centrale de l'épée de pluie de feu en plus des 7 enseignements. Il explique les principes de base. La puissance doit être équilibrée dans chaque partie du corps. Concentrez-vous sur la prise d'une posture équilibrée. Tirez la poitrine vers l'intérieur et poussez le dos vers l'extérieur, et ne concentrez pas toute l'énergie en un seul coup. Un Sol comprend ces principes et réalise qu'il ne les aurait pas saisis sans avoir appris les arts martiaux avancés dans la salle intermédiaire. L'instructeur termine la leçon orale du jour et demande à Un Sol de le suivre. Un Sol suit l'instructeur dans un jardin tranquille. L'instructeur tient une branche feuillue et explique à Un Sol qu'il existe un niveau auquel celui qui ne tient pas d'épée peut vaincre celui qui en tient une, expliquant qu'une personne à ce niveau n'a plus besoin d'une épée physique pour former des arts d'épée. Soudain, l'instructeur attaque Un Sol avec la branche. L'instructeur s'arrête brusquement et pose une question hypothétique à Un Sol. S'il était soudainement attaqué comme ça et qu'il n'avait pas d'épée, comment répondrait-il en utilisant les arts martiaux à l'épée? Il ajoute que pendant qu'Un Sol était dans la salle intermédiaire, les stagiaires ici ont appris le mysticisme brillant, la première forme de l'épée de pluie de feu, et ils discutent maintenant de son aspect théorique. Il l'avertit ensuite que s'il ne comprend pas sa question, il ne lui enseignera pas et lui demande de répondre avec soin. Un Sol réfléchit à la question. S'il n'y avait pas d'épée dans ma main, et répond alors qu'il utiliserait l'épée de son adversaire. Un Sol se précipite en avant en essayant d'arracher la branche de la main de l'instructeur, mais l'instructeur qualifie son choix de précipité. Un Sol est surpris de constater que l'instructeur est apparu derrière lui en un instant. Un Soul essaie de rattraper l'instructeur, mais il esquive toutes ses tentatives avec facilité. Un Soul se sent frustré de ne pas pouvoir suivre ses mouvements et réalise qu'il doit l'impressionner ici pour pouvoir rester dans la salle avancée. Il décide d'utiliser le chemin de la bête errante à son plein potentiel pour lire le flux et la direction du mouvement de l'instructeur. Un Sol concentre tous ses sens et lance une autre attaque, mais l'instructeur utilise son énergie pour projeter Un Sol avant qu'il ne puisse saisir la branche, faisant tomber Un Sol au sol. L'instructeur attrape Un Sol avant qu'il ne puisse se relever et rit bruyamment en annonçant qu'il a réussi le test. Un Sol demande avec confusion comment il a réussi alors qu'il ne pouvait même pas le toucher. L'instructeur lui dit qu'il commencera à apprendre le mysticisme brillant à partir de demain et lui demande de venir tôt le matin avant les autres, et Un Sol accepte. Après le départ d'Un Sol, l'instructeur regarde la branche dans sa main et pense qu'un louveteau reste un loup à la fin. Il sourit et dit qu'il a de grandes attentes pour lui. Plus tard, une fois la leçon de ce jour terminée, Un Sol décide de se promener autour de l'île de l'enfer. Il pense à ce qui s'est passé lors du deuxième test et à la façon dont un combat pourrait éclater à tout moment ici. Soudain, il sent la présence de plusieurs personnes à proximité. Il commence à les compter et trouve 5 personnes qui sortent des arbres. Leur chef s'adresse à lui en disant que ses actions ont été étranges depuis qu'il est arrivé de la salle intermédiaire et qu'ils vont lui donner une leçon. Un autre ajoute que puisqu'Un Sol a été le premier à tuer, il ne devrait pas leur reprocher ce qui va se passer. Le chef se vante que les 5 sont des génies parmi les génies et sont connus sous le nom des 5 épées de pointe et lui conseille de bien se préparer. Un Sol pense qu'il y a une autre personne. Le chef des 5 épées de pointe crie à Un Sol, mais soudain le chef tombe mort devant ses camarades choqués. À ce moment, un jeune homme aux cheveux roux nommé Seo Jin apparaît et s'adresse à Un Sol en disant qu'ils doivent parler. Les membres restants des 5 épées de pointe sont surpris par l'apparition de Jin et lui demandent pourquoi il est ici. Jin leur ordonne de partir en disant qu'il n'a rien à faire avec des perdants comme eux. Ils sont irrités par ces paroles mais décident de se retirer, jurant de revenir plus tard pour se venger. Un Sol pense que ce jeune homme est fort tandis que Jin les traite de lâches. Jin se tourne vers Un Sol et lui demande directement de quel côté il est. Plus tôt dans la salle d'entraînement avancée,
l'instructeur dit à ses élèves qu'ils ont tous appris la première technique de l'épée de pluie de feu, mais la vraie maîtrise ne vient que lorsque chacun d'eux s'approprie la technique. Il annonce qu'il est temps de voir les gouttes de pluie enflammées qu'ils ont créées. L'instructeur demande à un Sol de commencer et d'essayer sa technique. Un Sol s'avance et démontre sa propre version de la technique, donnant une démonstration puissante de mouvement d'épée rapide et mortel. L'instructeur commente que la technique d'un Sol est très solide et précise et qu'il la remplit d'une intention de tuer. Il lui permet de retourner à sa place, puis appelle Seo Jin. Jin s'avance, et au lieu d'exécuter la première technique de l'épée de pluie de feu, il démontre une technique complètement différente qui semble être spécifiquement conçue pour contrer et vaincre la technique d'un Sol. Un Sol réalise que c'était un avertissement qui lui était destiné. De retour à leur confrontation, il s'interroge à nouveau sur la signification de la question de Jin sur le camp dans lequel il se trouve. Jin crie à un Sol en exigeant qu'il ne fasse pas l'idiot. Jin remarque d'après les expressions faciales et le ton de la voix d'un Sol qu'il ne ment pas réellement et qu'il ne comprend pas ce qui se passe autour de lui. Jin réalise que la personne qu'il recherche n'est pas un Sol. Il se sent déçu car il espérait s'amuser et ordonne à un Sol d'arrêter d'agir de manière ennuyeuse à partir de maintenant. Il le menace ensuite que s'il continue à le taper sur les nerfs, il le tuera aussi, puis il s'en va. Un Sol en déduit que Jin doit être un espion et qu'il se passe beaucoup plus de choses sous la surface qu'il ne l'avait prévu. Il pense qu'il sait que tout le monde ici ne cherche pas à devenir l'un des 10 seigneurs démons. Il réalise que, bien que l'opportunité d'apprendre les arts des 10 sectes démoniaques soit incroyable, le processus de participation à la compétition a été terriblement exécuté. Il en vient à la conclusion que cette incroyable opportunité est en même temps. Un Sol termine sa pensée, réalisant que cette opportunité est en même temps un piège pour attraper quelque chose. Il se demande s'il y a un espion parmi eux, mais décide de ne pas s'en soucier. Qu'il s'agisse d'un espion ou d'un artiste martial démoniaque, il est en fin de compte un adversaire qu'il doit combattre. Alors que le soleil se couche, il pense que cela va bientôt commencer. À proximité, une souris est prise dans un piège. Dans la salle d'entraînement, l'instructeur annonce que ce jour marque la fin de l'entraînement. Il reconnaît qu'il est sûr que beaucoup se sont ennuyés en apprenant les lois, mais il explique que même les maîtres les plus compétents qui ont mené d'innombrables batailles mettent de côté du temps pour étudier les lois et les principes des arts martiaux. Il ajoute que connaître un art martial ne signifie pas être capable de l'exécuter, et être capable de l'exécuter ne signifie pas vraiment le comprendre. Il exprime sa conviction que l'analyse des lois qu'il leur a enseignées servira de point de départ dans leur voyage dans le monde de Murom, puis leur souhaite bonne chance. Soudain, une cloche sonne, et une voix résonne partout, et l'instructeur annonce que le moment est venu et ordonne à tout le monde de se diriger vers la montagne rocheuse au centre de l'île. Les stagiaires se rassemblent à la montagne où l'instructeur en chef Yuk Ryan-Yong confirme que tout le monde est arrivé. Ryan-Yong annonce le début du 3e test et explique qu'ils doivent s'entretuer jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que 10. Il leur dit qu'ils peuvent se cacher ou courir comme ils le souhaitent, mais ils ne pourront pas le faire éternellement. Au fil du temps, les zones où ils peuvent rester seront restreintes, et quiconque se trouve dans une zone interdite sera tué par des démons tueurs. Un Sol ressent la forte intention de tuer émanant de ces démons et réalise qu'ils doivent être des artistes martiaux extraordinaires. Un des stagiaires demande s'ils sont autorisés à attaquer les démons tueurs. Ryan-Yong éclate de rire, exprimant son plaisir de voir des candidats avec des objectifs aussi élevés. Il confirme qu'ils peuvent, bien sûr, les combattre et même les tuer s'ils le peuvent. Il révèle ensuite une récompense incroyable. Quiconque tue un démon tueur deviendra immédiatement l'un des 10 seigneurs démons. Les stagiaires réalisent que cela signifie que tuer un démon est plus difficile que de tuer tous les autres participants. Ryan-Yong leur rappelle qu'ils peuvent s'allier les uns aux autres ou se tendre des embuscades et crie qu'ils doivent tuer à tout prix s'ils le veulent, car c'est le chemin pour devenir l'un des 10 seigneurs démons. Dès que le test commence, les stagiaires se dispersent dans toutes les directions. Un Sol court rapidement, réalisant qu'il doit se déplacer rapidement. Il sait qu'il a attiré l'attention de nombreux stagiaires jusqu'à présent, et que s'il ne s'éloigne pas immédiatement, il y a une forte probabilité qu'il soit attaqué par un groupe comme cela s'est produit auparavant. Un Sol décide qu'il doit d'abord atteindre un endroit sûr, et l'endroit le plus sûr pour lui est le pavillon de la bête errant. Il part à toute vitesse vers le bâtiment familier. En chemin, il remarque que la texture du sol a changé. Soudain, il sent que quelqu'un arrive. Un jeune homme blessé apparaît en courant et en criant à l'aide, disant que quelqu'un essaie de le tuer. Le jeune homme propose de récompenser un Sol s'il l'aide, et un Sol se demande si c'est un piège, mais il voit que les blessures du jeune homme sont réelles. Un Sol sent 3 personnes le poursuivre et se demande s'ils forment une équipe. Il ne veut pas s'impliquer, mais il réalise que la présence de ce jeune homme ici révélera son emplacement. Au dernier moment, un Sol tire le jeune homme avec lui dans un trou caché dans le sol. Les 3 poursuivants arrivent sur les lieux et se demandent où leur proie est allée, insistant sur le fait qu'il n'aurait pas pu s'échapper déjà. Le chef décide qu'il va certainement tuer ce salaud et ordonne à ses compagnons de bouger et de le rechercher parce qu'il n'a pas pu aller loin. Après leur départ, un Sol et le jeune homme émergent du trou. Le jeune homme remercie chaleureusement un Sol, disant qu'il a survécu grâce à lui. Un Sol pense que ce trou n'était pas seulement pour se cacher et que Maître Sa a dû le préparer spécialement pour lui. Un Sol se souvient que lorsqu'il était dans le trou,
il a senti l'essence de son chemin de bête errante s'étendre plus que d'habitude. Il était capable de sentir le bruit de leurs pieds poussant le sol et le bruit de leurs épées à travers les vibrations. Il pouvait tout percevoir comme s'il le voyait de ses propres yeux. Un Sol réalise que c'est le chemin de la bête errante qui utilise les vibrations, et c'est ce que Maître Sa voulait lui enseigner. Il se tourne ensuite vers le jeune homme. Le jeune homme se présente comme Géom Chorillon de la secte du sang et demande son nom. Sol l'ignore et commence à s'éloigner, et Chorillon le suit, l'appelant à attendre. Chorion explique qu'il s'est enfui dans la forêt dès que le 3e test a commencé, mais ils l'ont suivi sans relâche. Il demande à Sol s'il peut le rejoindre, raisonnant qu'il pense que c'est une personne digne de confiance parce qu'il l'a aidé à se cacher. Sans attendre de réponse, il prend le silence Sol pour un consentement et part avec lui joyeusement. Soudain, les sons d'une bataille féroce éclatent au loin. Sol dit à son compagnon qu'il y a une bataille en cours là-bas et qu'il devrait trouver un autre chemin. Chorillon est émerveillé par la capacité Sol à sentir les vibrations et lui demande de lui apprendre à le faire. À proximité, un combattant solitaire fait face à plus d'un adversaire et jure de venger ses camarades même s'il doit vendre son âme. Le mot vengeance résonne dans l'esprit Sol alors qu'il ressent une sorte de haine familière chez ce combattant. Chorillon lui demande ce qui ne va pas, et Sol annonce un changement de plan et qu'ils rejoindront cette bataille, ce qui choque Chorillon. Alors Sol avance vers la bataille, il part un coup surprise qui lui était destiné. L'assassin est surpris et se demande comment Sol a pu arrêter la technique de dissimulation ultime interdite et lui demande s'il est aussi un assassin professionnel. Mais avec un mouvement rapide, Sol tue habilement l'assassin. Sol se souvient de la facilité avec laquelle il s'est occupé de l'un des assassins et pense que la technique de dissimulation qu'ils utilisent aurait été très ennuyeuse s'ils n'avaient pas appris le chemin de la bête errante. Pendant ce temps, Chorillon hurle de terreur à la vue du sang. Sol pense que s'il aide ce combattant à se débarrasser des assassins, il pourrait lui parler du sentiment d'atteindre la vengeance. Les assassins décident d'en finir rapidement, et l'un d'eux dit au combattant qu'il va le tuer rapidement par respect pour être le dernier survivant. Mais avant qu'il ne porte son coup, Sol intervient et le bloque. Les assassins sont choqués, se demandant d'où vient cette personne et s'il y a plus de leurs ennemis. Ils décident qu'ils vont tuer Sol aussi. Un combat acharné éclate, et Sol en tue un. Alors Sol et le combattant vengeur se battent côte à côte contre les assassins, ils les achèvent un par un. Le sang gicle partout, et le combattant vengeur porte le coup final au dernier assassin. Il rit follement, couvert de sang, et murmure qu'il a enfin obtenu sa vengeance, puis il tombe au sol. Chorillon demande, Seol, si c'est fini maintenant. À ce moment-là, Chorillon s'approche Seol et lui dit qu'il est habile mais qu'il ne doit pas baisser sa garde. Il l'attaque alors soudainement avec un poignard caché. Seol bloque facilement l'attaque, et Chorillon est stupéfait et se demande comment il a pu l'arrêter. Seol dit à Chorillon que tout est de sa faute parce que, à cause de lui, il n'a pas pu poser sa question à l'autre combattant. Chorillon demande avec terreur quand il a découvert cela. Sol répond qu'il le savait depuis le début et explique que lorsqu'il se cachait sous terre, il s'est rendu compte que Chorillon cachait un ensemble d'armes sous ses vêtements. Il ajoute qu'il était facile de le remarquer à cause de la façon raide dont il bougeait sa colonne vertébrale. Sol révèle que la raison pour laquelle il l'a gardé avec lui malgré tout, c'est qu'il était curieux de voir ce qu'il ferait. Il pensait qu'observer la façon dont une personne essaie d'en tromper d'autres lui serait utile à l'avenir. Chorillon refuse d'y croire, insistant sur le fait que son jeu d'acteur était parfait. Dans un geste désespéré, il lance toutes ses armes cachées restantes vers Sol. Sol esquive facilement l'attaque de Chorillon. Chorillon se dit qu'il a senti quelque chose d'étrange pendant qu'il le poursuivait et se demande si Sol peut prédire ses mouvements. Sol esquive habilement toutes les armes cachées lancées sur lui, puis frappe Chorillon. Sol lui dit qu'il ne sert à rien d'avoir les meilleures armes cachées si elles sont découvertes. Chorillon se précipite vers Sol dans une dernière tentative désespérée, mais Sol met rapidement fin au combat et achève Chorillon couvert de sang. Sol pense que le combat n'a pas été facile et qu'il aurait été dangereux s'il n'avait pas été au courant des armes cachées. Il regarde la vie quitter le corps de Chorillon et remarque sur son visage la même obsession de la vie qu'il a vue chez chaque personne qui meurt. Sol s'éloigne de la scène et passe devant les corps des assassins et du combattant qui cherchait à se venger. Il s'arrête devant le corps de ce dernier, remarquant qu'il est différent. Cet homme est mort avec le sourire aux lèvres. Sol s'interroge sur le sentiment de réussir à se venger et se demande si lui aussi pourra sourire comme ça quand il aura sa vengeance. Sol prend les épées de l'assassin mort et continue son chemin. De loin, l'un des démons tueurs observe Sol et se demande si c'est Sol qui a fait ça. Un autre démon dit Sol a tué les assassins professionnels en utilisant uniquement les techniques de base de la secte de l'épée de pluie de feu. Il reconnaît qu'il est certainement talentueux, mais ajoute qu'il y en a beaucoup d'aussi talentueux que lui ici, et que s'il ne s'améliore pas, il ne pourra pas survivre sur l'île de l'enfer. Le lendemain, Sol se retrouve poursuivi par un groupe d'apprentis. L'un d'eux utilisait un fouet en métal attaquant à distance. Sol a réussi à esquiver l'une des attaques, mais la trajectoire des armes change en plein vol et le frappe par derrière. Sol se rend compte qu'ils n'abandonneront pas et qu'il mourra à ce rythme s'il ne trouve pas un moyen de sortir de cette situation difficile. Pendant ce temps, au camp de l'instructeur,
l'instructeur en chef demande à quelqu'un de faire le point. L'autre lui dit qu'il y a encore 41 apprentis vivants sur 86. L'instructeur en chef, Yuk Ryan-yong, est surpris qu'autant ait survécu même après 3 jours. Il en conclut que ceux qui restent doivent être compétents et qu'il est temps de tester véritablement leurs compétences. Il demande à son assistant de lui donner la carte. Ailleurs sur l'île, l'un des apprentis est sur le point de tuer Eun-sol après lui avoir arraché son épée de sa main. Eun-sol se retrouve à nouveau en fuite devant ses poursuivants. Il pense que le type d'arme qu'ils utilisent rend le combat dans un espace ouvert inapproprié pour lui, alors il élabore un plan qui correspond à sa situation. Pendant ce temps, l'instructeur en chef Yuk Ryan-yong regarde la carte et décide de restreindre la zone de combat et ordonne aux démons tueurs d'être lâchés dans la zone de la secte de l'épée de feu. Eun-sol se dirige directement vers le bâtiment de la secte de l'épée de pluie de feu, et ses poursuivants le suivent à l'intérieur. Les poursuivants se demandent s'il se cache à l'intérieur, et l'un d'eux se moque de lui pour avoir été acculé. Leur chef pense que peu importe la vitesse à laquelle il court, il ne pourra pas leur échapper. Soudain, Eun-sol les attaque par derrière. Le chef le traite de fou, pensant que c'est une ruse naïve dans laquelle ils ne tomberont pas. Eun-sol engage un combat avec eux, évitant habilement leurs attaques d'armes. Le chef est abasourdi et se demande comment ce bâtard peut lire les trajectoires de leur technique d'épée. Eun-sol utilise le chaos et les couloirs étroits à son avantage et combat ses poursuivants avec acharnement. L'un des poursuivants se rend compte que cet endroit bondé affaiblit la puissance de leurs attaques. Et avant qu'il ne puisse terminer sa pensée, Eun-sol le tue. Le poursuivant se rend compte dans ces derniers instants qu'Eun-sol les avait délibérément attirés ici. Eun-sol pense que ses adversaires sont obligés de raccourcir leurs attaques dans cet espace étroit, ce qui affaiblit leur puissance et rend leurs mouvements plus prévisibles. De plus, il remarque qu'ils ne sont pas si doués. Il en conclut qu'il a une chance de les vaincre s'il les combat un par un. L'un des poursuivants crie et attaque, mais Eun-sol l'esquive. Un autre attaque avec son fouet, mais le fouet rebondit de manière inattendue sur le mur et frappe Eun-sol, le faisant perdre l'équilibre et tomber au sol. L'un des poursuivants voit une opportunité et crie aux autres de bouger maintenant et de s'échapper de cet endroit. Mais avant que le poursuivant ne puisse s'échapper, il s'arrête soudainement. Quelqu'un l'a arrêté et leur demande froidement ce qu'ils font et s'ils s'enfuient. Eun-sol observe la scène de loin. Après que le combattant ait achevé le reste des poursuivants, il se tourne vers Eun-sol et lui demande s'il est leur chef. Le combattant loue les compétences d'Eun-sol, puis lui demande si la technique d'épée qu'il a utilisée plus tôt était l'épée de pluie de feu. Le tueur se présente comme Woo Moon-xiang et demande à Eun-sol son nom. Dans une scène précédente, Moon-xiang criait sur ses subordonnés, leur demandant s'ils s'enfuyaient. L'un d'eux répond timidement qu'il ne pensait pas que c'était une bonne idée de se battre à cet endroit. Moon-xiang est irrité par leur lâcheté et les tue tous en un clin d'œil. Il se dit avec mépris que c'est pourquoi il déteste travailler avec des perdants qui n'ont même pas atteint le hall avancé. De retour dans le présent, au moment où Eun-sol est sur le point de répondre, Moon-xiang éclate de rire en disant qu'il se fiche du nom de quelqu'un qui est sur le point de mourir. Moon-xiang attaque Eun-sol avec acharnement. Eun-sol essaie de bloquer l'attaque, mais le fouet s'enroule autour de son épée, puis il brise son épée avec facilité. Moon-xiang se moque de lui, disant qu'il a entendu dire que le hall avancé de la secte de l'épée de pluie de feu ne lui a enseigné qu'une seule technique défensive. Eun-sol est surpris et se demande comment son adversaire connaît le mysticisme brillant et s'il possède un réseau d'informations dont il ne sait rien. Moon-cheong l'attaque à nouveau, le réprimandant pour s'être perdu dans ses pensées au milieu d'un combat. Le combat entre s'intensifie, et Eun-seol se rend compte que son adversaire détruit tout sur son passage et qu'il n'y a aucun avantage à combattre quelqu'un comme lui dans un espace clos. Eun-sol s'éloigne pour créer une certaine distance entre eux. Moon-cheong exprime sa déception et dit à Eun-sol qu'avec des compétences comme celle-ci, il n'est pas de taille pour lui. Moon-cheong déchaîne une attaque totale avec son arme à chaîne, piégeant Eun-sol dans une toile de toutes les directions. Il lui demande sarcastiquement si c'est sa dernière lutte, croyant qu'une technique défensive comme le mysticisme brillant ne le sauvera pas. Mais il est stupéfait quand il voit qu'Eun-sol est toujours debout. Ensuite, Eun-sol a réussi à se libérer de la toile que Moon-cheong avait tissée avec son arme. Moon-cheong rit et jure de le tuer bientôt. Eun-sol analyse la situation et se rend compte qu'il peut bloquer les attaques en utilisant le mysticisme brillant, mais il ne peut pas générer suffisamment de puissance pour les arrêter complètement. À ce moment-là, il se souvient de son entraînement et réalise ce dont il a besoin maintenant. Une puissance destructrice capable de pénétrer l'acier. Eun-sol concentre son énergie puis déclenche une attaque massive qui surprend complètement Moon-xiang et brise sa défense, le laissant dans un état de choc. Eun-sol se tient haletant après la bataille en se souvenant de la façon dont il a contré l'attaque de Moon-xiang avec une explosion massive d'énergie, libérant la technique de la foudre et du tonnerre inégalée, une technique dévastatrice qui anéantit complètement son adversaire. Eun-sol pense que cette technique possède en effet une immense puissance comme l'a dit l'instructeur, mais il crache du sang, réalisant qu'elle est trop avancée pour son niveau actuel et qu'il ne peut pas l'utiliser librement. Il est soulagé d'avoir gagné, mais il voit que la bataille a duré trop longtemps et que les zones restreintes vont bientôt changer, il doit donc bouger. Soudain, il sent la présence de quelqu'un d'autre et se demande pourquoi il est ici. Il se fige en voyant un démon tueur devant lui.
Un Sol se demande pourquoi un démon tueur est là et si cette zone est devenue interdite pendant son combat. Il en conclut qu'il n'est pas arrivé ici en fuyant un combat et se demande s'il sera autorisé à partir pacifiquement. Il voit que le démon ne répond pas, alors il suppose qu'il peut partir. Alors qu'un Sol essaie de le dépasser, le démon l'attaque soudainement avec un mouvement rapide par derrière. Un Sol imagine que son cou sera coupé s'il ne parvient pas à l'esquiver. Un Sol esquive l'attaque à la dernière seconde et réalise que sans le chemin de la bête errante, il serait sûrement mort car il ne pouvait même pas sentir la présence de son adversaire lorsqu'il balançait son épée. Un Sol se prépare à la confrontation et pense qu'il ne doit pas être trompé par le calme de son adversaire, et que s'il essaie de bouger, le démon l'attaquera immédiatement. Un Sol se souvient d'une leçon qu'il a apprise de Sao, selon laquelle lorsqu'un prédateur chasse une proie, la proie n'est pas facilement attrapée même si le prédateur est plus rapide. Et la raison en est que la proie se déplace en zigzag, mais les super prédateurs réussissent toujours leur chasse car ils attaquent au moment où leur proie bouge. Un Sol se demande comment il devrait affronter un tel adversaire et se souvient du reste de la leçon. Si le prédateur attaque en fonction du timing, alors la solution est de rendre ses mouvements complètement imprévisibles. Un Sol décide d'appliquer cette stratégie. Il commence par se déplacer en zigzag de manière prévisible, puis utilise le chemin de la bête errante pour esquiver les attaques attendues. Et enfin, il saisit le bon moment et crée une ouverture dans la défense de son adversaire avec un mouvement totalement inattendu. Un Sol se retrouve dans un état de choc. Le démon tueur se tient devant lui pendant un moment, et un Sol pense qu'il est trop tard et qu'il est condamné. Mais il est surpris quand il voit le démon arrêter d'attaquer et se tourner pour partir. Un Sol se demande pourquoi il s'est arrêté et s'il avait franchi la limite de la zone interdite sans s'en rendre compte. Il repense au combat et réalise qu'il a à peine réussi à esquiver les attaques de toutes ses forces, mais il n'a pas réussi à créer une seule ouverture dans la défense de son adversaire. Il s'avoue que c'est le niveau d'un vrai maître et qu'il était comme une grenouille dans un puits, ne réalisant pas à quel point le monde est vaste et combien ceux qui s'y trouvent sont puissants. Il arrive à la conclusion que les arts martiaux des démons tueurs étaient à un niveau qu'il ne pouvait même pas mesurer, et que le tueur de son grand-père possède sans aucun doute des compétences comparables. Sa détermination se renforce qu'il doit surpasser ce niveau de maîtrise s'il veut atteindre sa vengeance. Soudain, une autre personne apparaît devant lui et l'appelle par son nom complet, un Sol de la famille Bo. Cette personne lui dit qu'il le cherche depuis un certain temps et qu'il a entendu dire qu'il avait appris le chemin de la bête errante. Un Sol pense que cet homme parle comme s'il le connaissait, tout comme les autres, ce qui signifie que des informations sur lui se sont répandues. L'homme commence à se présenter puis s'arrête, disant sarcastiquement que quelqu'un qui est sur le point de mourir n'a pas besoin de connaître son nom, puis lance une attaque surprise. Un Sol évite facilement l'attaque. L'attaquant est impressionné par la capacité d'un Sol, notant qu'il a prédit le chemin de son attaque avec ses sens de bête. Il lui dit qu'il est sûr qu'il deviendra l'un des 10 seigneurs démons dans le futur, et pour cette raison précise, il doit le tuer maintenant alors qu'il n'est encore qu'une graine de démon. Un Sol remarque que le flux d'énergie de son adversaire a complètement changé. Il se souvient que tout le monde sur l'île ne cherche pas à devenir l'un des 10 seigneurs démons et se demande si cet homme en fait partie. Il se force à se débarrasser des pensées distrayantes pour se concentrer sur le combat. Pendant l'échange de coups, un Sol ressent une étrange sensation, un étrange flux d'énergie qui le tire vers lui. Un Sol se souvient d'une leçon avec son grand-père où il a expliqué que l'un des corps qu'ils ont examiné a été tué par les 5 lames de tigre coupantes du clan Yubifeng. Son grand-père le savait car bien qu'il n'y ait pas de blessures externes, tous les os de la victime étaient brisés, ce qui est la marque de cette technique qui fonctionne en faisant circuler le QI dans le corps de l'adversaire à chaque affrontement. Dans le présent, un Sol crie, réalisant que la technique à laquelle il est confronté est les 5 lames de tigre coupantes du clan Yebifeng. Son adversaire est stupéfait qu'il ait pu reconnaître son style. Ansul se souvient d'une autre caractéristique de cette technique que son grand-père a expliquée, la puissante technique d'absorption, qui agit comme un vortex qui attire tout vers lui, et il l'utilise pour contrôler l'arme de l'adversaire à chaque affrontement. Un Sol continue de se souvenir de la leçon de son grand-père qui a expliqué que le clan Yebifeng se bat comme un tigre, exploitant l'opportunité de confondre l'épée de l'adversaire pour l'avaler entière. Le jeune Sol demande à son grand-père si ce clan est le plus fort, et le grand-père répond que la technique d'absorption est une arme à double tranchant. Bien qu'elle soit trompeuse, elle oblige son utilisateur à se rapprocher de son adversaire. Dans le présent, un Sol décide d'exploiter cette technique d'absorption pour tordre l'épée de son adversaire vers lui-même. Son adversaire, Fengak du clan Yebifeng, déclare qu'il va maintenant l'affronter avec tout son sérieux et jure au nom de son clan qu'il éradiquera cette graine de démon lorsque Fengak attaquera. Un Sol le surprend en plantant son épée dans le sol, et Fengaka est choqué par ce mouvement inattendu. Un Sol utilise l'épée comme point de pivot pour donner un coup de pied à Fengaka et le faire perdre l'équilibre, et il réalise que son plan fonctionne. Fengaka se met en colère et accuse un Sol de recourir à des sales tours. Ansul pense que l'astuce a fonctionné, mais elle n'a pas causé beaucoup de dégâts, ce qui est logique car son adversaire s'entraîne depuis longtemps. Mais maintenant, il sait comment le contrer. Ansul se souvient d'une autre leçon de son maître.
Attendez que l'adversaire attaque en premier car la vraie vitesse réside dans le fait d'être une fraction de seconde plus rapide que lui au moment de l'engagement. Un Sol décide qu'il utilisera la technique d'absorption d'énergie contre lui pour devenir plus rapide. Fengaka attaque à nouveau, mais un Sol décide de ne pas résister à la force de traction. Au contraire, il coule avec elle en utilisant l'élan pour accélérer son épée. Puis, au dernier moment, il change la direction de son attaque et porte un coup réussi à Fengaka. Fengaka est choqué, se demandant si un Sol a transformé la technique d'absorption d'énergie à son avantage. Il considère cela comme impossible car sa technique est assez forte pour tirer un rocher à distance, et même les épéistes les plus habiles ont du mal à exploiter avec précision une telle force. Il rejette l'idée qu'un jeune homme comme un Sol puisse faire cela et l'attaque à nouveau de la même manière. Un Sol pense qu'il n'y a aucun intérêt à cela car plus l'absorption est forte, plus son épée devient rapide. Fengaka crie de frustration, se demandant combien de temps un Sol pense que cette tactique fonctionnera. Soudain, un Sol remarque que son adversaire n'utilise plus la technique d'absorption d'énergie. Fengaka lui dit qu'il n'a pas besoin de l'utiliser pour vaincre quelqu'un comme lui. Fengaka se précipite en avant dans une attaque directe, tandis qu'un Sol pense que c'est le moment qu'il attendait. Un Sol se prépare et utilise la première technique de l'épée de pluie de feu, le mysticisme brillant. Il déclenche une puissante contre-attaque, exploitant le moment où son adversaire a abandonné sa défense et porte un coup fatal à Fengaka. Fengaka tombe à genoux et demande avec choc si c'était la technique du mysticisme brillant, et En Sol le confirme et que c'était un mouvement dangereux. En Sol pense que pour transformer le seul mouvement mortel de la technique défensive du mysticisme brillant en une attaque à part entière, il a dû délibérément diriger toutes les autres attaques de son adversaire vers lui-même. Fengaka exprime son étonnement, disant qu'il n'aurait jamais imaginé interpréter la technique de cette manière. Il demande ensuite à Unsul s'il va simplement partir. Unsul répond qu'il ne fait pas partie de sa vengeance. Fengaka trouve cela intéressant, s'interrogeant sur l'existence de quelqu'un comme Unsol dans le sexe démoniaque. Unsol lui dit qu'il espère qu'ils ne se reverront plus, puis s'en va. Fengaka s'effondre à cause de ses blessures, et soudain une autre personne apparaît derrière lui, et Fengaka lui demande s'il est là pour le tuer. Un démon tueur masqué s'adresse à Fengaka, notant qu'il a été très utile pour quelqu'un du sexe orthodoxe et que sa mort est regrettable. Fengaka se rend compte qu'il savait qu'il était un espion depuis le début, et le démon lui dit qu'il sous-estime le palais du diable. Il dit alors au revoir et le tue. Ailleurs sur l'île, l'un des stagiaires courait à toute vitesse pour sauver sa vie. Nous voyons Seo-jin retirer les armes intégrées dans son corps une par une. Puis elle se lève, haletante et blessée. Un groupe d'adversaires apparaît devant elle, et leur chef lui dit qu'elle n'a pas eu de chance. Il se moque d'elle, lui demandant si elle pense vraiment pouvoir s'échapper après avoir été empoisonnée avec le poison spécial de la forteresse de sang infernale, et la décrit comme condamnée à moins d'avoir un antidote. Jin maudit sa chance et pense qu'elle ne savait pas qu'il existait un groupe aussi organisé utilisant des armes et des poisons cachés et qu'il y a des limites à ce qu'elle peut faire seule. Les adversaires remarquent que Jin tient son épée dans sa main gauche et lui demandent si elle va les combattre avec. Le chef lui dit que même si elle est talentueuse, un épéiste droitier ne peut pas soudainement devenir compétent avec sa main gauche et lui conseille de se rendre. Ils commencent alors à l'attaquer ensemble. Mais Jin les repousse avec une habileté surprenante, mais elle est blessée au bras. Elle réalise qu'une autre aiguille empoisonnée l'a touchée et que si elle ne reçoit pas d'antidote dans les 15 minutes, ce sera fini pour elle. Entourée et blessée, elle commence à penser à se rendre. Soudain, Jin entend un cri lorsque ses agresseurs sont pris en embuscade par une personne inconnue qui les achève un par un pendant qu'ils crient, demandant qui les attaque. Au dernier moment, un Sol intervient et sauve Seo-jin de l'embuscade. Avec des mouvements rapides et décisifs, un Sol élimine tous les attaquants, laissant leurs corps éparpillés sur le sol. Un Sol se tient au milieu du massacre, et Jin recule prudemment et lui demande d'attendre, lui assurant qu'elle n'a pas de mauvaises intentions envers lui. Elle fouille le corps d'un des attaquants et trouve une fiole et réalise que c'est l'antidote. Elle pense qu'avec cet antidote, elle pourra affronter plus facilement le reste des membres de la forteresse de sang infernale. Alors que Unsol se tourne pour partir, Jin lui demande d'attendre encore, et il lui demande ce qu'elle veut. Elle lui dit qu'elle a été empoisonnée et qu'il ne lui reste que 10 minutes avant que le poison ne se propage dans son corps. Unsol répond froidement qu'elle se trompe et explique qu'il est venu ici pour tuer tout le monde, y compris elle. Il ajoute que la seule raison pour laquelle il la laisse partir est qu'il ne ressent pas le besoin de la tuer lui-même. Jin admet qu'elle mourra s'il la quitte, et qu'en fin de compte, elle n'est qu'une autre concurrente pour lui. Dans une tentative désespérée, elle propose de travailler avec lui s'il lui donne l'antidote. Unsol lui demande pourquoi il ferait ça. Jin explique qu'il ne reste que 20 personnes et que tout le monde sauf eux appartient à des groupes. Elle dit que peu importe sa force, il ne pourra pas tous les affronter seul. Elle ajoute que si elle travaille avec lui, elle peut lui fournir des informations sur leurs arts martiaux, et elle jure qu'elle ne le trahira jamais s'il lui sauve la vie. Unsol considère son offre. D'après ce qu'il a vu d'elle jusqu'à présent, il conclut que malgré sa fierté et son comportement indépendant, elle ne semble pas être du genre à recourir à la tromperie ou à la trahison. Il s'enquiert des termes de l'accord, et elle suggère qu'ils travaillent ensemble jusqu'à ce qu'il ne reste plus que deux,
et il jure de ne pas se trahir. Après un moment de réflexion, Eun-Sol lui lance l'antidote, et elle le remercie. Soudain, Eun-Sol entend un bruit étrange et se demande si une autre zone restreinte a été créée. Il dit à Jin qu'ils doivent partir, et elle répond qu'elle ne pense pas que cette zone soit restreinte. Eun-Sol l'incite à réfléchir, expliquant que la plupart des parties de l'île sont déjà devenues restreintes, et l'apparition d'une nouvelle zone restreinte signifie maintenant très probablement que le reste des candidats se dirigera ici. En effet, d'autres groupes de stagiaires commencent à apparaître, et ils ont commencé à les encercler, et Eun-Sol réalise qu'il est trop tard pour s'échapper. L'un des nouveaux venus attire l'attention d'Eun-Sol, et il sent que cet homme est différent des autres. L'un des stagiaires suggère que tout le monde accepte de tuer d'abord Eun-Sol et Jin. Un autre les identifie, Bo Eun-Sol, qui a appris le chemin de la bête errante, et Seo Jin qui ne doit pas être sous-estimé pour ses compétences à l'épée et ses enquêtes sur les autres stagiaires. Le chef du groupe adverse pense qu'ils connaissent maintenant Eun-Sol et Seo Jin et qu'ils se demandaient pourquoi ils n'avaient pas formé une équipe, et il suppose qu'ils travaillent ensemble maintenant. Eun-Sol se souvient de la fiole de poudre d'antidote qu'elle a obtenue, et elle dit à Eun-Sol qu'elle utilisera le poison de la forteresse de sang infernal et que cela leur donnera une chance. Jin jette la poudre en l'air et les adversaires paniquent, croyant que c'est le poison de la forteresse de sang infernal. Eun-Sol et Jin profitent de cette occasion pour s'échapper. L'un des adversaires réalise que la poudre n'est pas toxique et qu'ils ont été trompés, et le chef leur ordonne de les poursuivre. Jin pense que la poudre crée une fumée épaisse, ce qui la rend bonne pour tromper les yeux. Jin pense que l'espace ouvert n'est pas en leur faveur et qu'ils devraient se diriger vers les formations rocheuses où il y a de nombreuses petites grottes. Eun-Sol lui demande si elle pense la même chose que lui, et elle répond qu'ils doivent trouver une grotte pour se battre, et Eun-Sol lui dit qu'il en connaît une. Il la conduit vers une grotte avec une entrée étroite et un long passage. Jin est étonné qu'il ait planifié tout cela et a du mal à croire qu'il vient d'apprendre le chemin de la bête errante, et elle s'interroge sur sa véritable identité. Ils partent à toute vitesse vers la zone rocheuse, et à leur arrivée, Jin remarque un étrange brouillard qui n'était pas là auparavant, et Eun-Sol est d'accord avec elle qu'il y a quelque chose d'étrange. Un démon tueur apparaît du milieu du brouillard. Jin réalise avec horreur qu'ils sont les démons tueurs et que c'est une zone restreinte. Eun-Sol observe calmement que les démons ne font qu'observer la situation, et il en conclut que les instructeurs ont délibérément choisi cet endroit comme zone restreinte parce qu'ils se dirigeaient vers elle. Jin demande ce qu'ils doivent faire, et Eun-Sol répond que tant qu'ils ne franchiront pas la frontière, les démons ne les attaqueront pas. Eun-Sol ajoute que s'ils doivent se battre, ce n'est pas le pire endroit pour le faire. S'ils se tiennent dos à la zone restreinte, ce ne sera pas différent de se battre dans une grotte dos au mur. Jin est d'accord avec lui, disant qu'ils n'ont pas d'autre choix, et ils se préparent à se battre. À ce moment, le groupe qui les poursuivait arrive, et leur chef leur demande sarcastiquement s'ils ont fini de courir. Les deux équipes se font face tandis que les démons tueurs regardent de derrière. L'un des stagiaires se plaint qu'Eun-Sol et Jin leur causent beaucoup de problèmes et décide de ne plus perdre de temps et ordonne aux autres de les attaquer immédiatement. Avec une voix retentissante qui traverse le silence, l'instructeur en chef Yuk Rien-young annonce que le moment décisif est arrivé, et que c'est la bataille finale qui déterminera le seul champion du palais du diable. Alors que ces mots se terminent, comme si c'était le signal de départ, les attaquants se précipitent comme un torrent déchaîné en une seule vague vers Eun-Sol et Jin, déterminés à les écraser sous le poids de leur nombre. Immédiatement, une bataille féroce et chaotique commence où les épées s'entrechoquent et les cris fusent. Au milieu de cet affrontement, l'un des assaillants repère une occasion fugitive et lance un ensemble d'armes cachées empoisonnées vers Eun-Sol. Mais grâce à ses sens alertes, il parvient à les esquiver au dernier moment, les laissant passer devant lui et s'enfoncer dans le sol. Eun-Sol et Jina se battent avec une férocité et un courage sans égal. En particulier, Jina se déplaçait avec une légèreté et une agilité incroyables parmi les ennemis, comme un papillon mortel dansant parmi les flammes, les abattant avec ses coups d'épée précis les uns après les autres. Dans un moment de distraction, l'un des puissants attaquants apparaît soudainement de la foule et dirige une attaque perfide et puissante vers elle, essayant d'exploiter la situation. Jin parvient à repérer l'attaque à la dernière seconde et la bloque avec succès avec son épée, mais l'immense force du choc la repousse de quelques pas, ce qui fait trembler son bras. Après avoir rapidement retrouvé son équilibre, Eun-Sol et Jin se tiennent dos à dos, formant une forteresse impénétrable contre le grand nombre d'adversaires qui resserrent le nœud autour d'eux. Au milieu du chaos écrasant et des combats continus et avec le nombre croissant d'attaquants, Jin subit une profonde blessure à l'épaule, et elle se demande avec désespoir alors que le sang coule de son corps si c'est sa fin inévitable ici. Elle pense qu'elle s'est battue de toutes ses forces et n'a épargné aucun effort, et par conséquent, elle ne regrette pas son chemin, mais l'idée de la mort la fait encore hésiter à continuer à se battre avec la même détermination. Eun-Sol sent immédiatement le désespoir qui s'est insinué en elle, et l'idée de n'avoir aucun regret à laquelle elle pensait résonne dans son esprit. Sa mémoire à ce moment-là évoque l'image de la main chaude et douce de son grand-père lui tapotant la tête, puis l'image se transforme soudainement en son visage défiguré et sanglant alors qu'il rendait son dernier souffle dans ses bras. La détermination d'Eun-Sol s'enflamme à nouveau comme un volcan en éruption, et il se jure à lui-même d'une voix qui résonne dans ses profondeurs qu'il ne se permettra jamais de mourir dans un endroit comme celui-ci, pas avant d'avoir obtenu sa vengeance.
Poussé par cette détermination ardente, un Sol retourne au cœur de la bataille avec une force renouvelée qui dépasse ce qu'il avait auparavant, perçant les rangs ennemis avec une série de coups rapides et impitoyablement mortels, se transformant en un tourbillon d'acier et de mort. Il se précipite ensuite à la vitesse de l'éclair vers les attaquants restants qui n'ont pas encore réalisé ce qui s'est passé. L'un des adversaires le maudit alors qu'il est témoin de sa brutalité imparable, criant qu'il est un démon et non un humain. Alors que les autres se demandent avec terreur en voyant leur camarade tomber quel type d'art de l'épée terrifiant il utilise. Le chef du groupe réalise rapidement qu'un Sol est la plus grande menace pour l'ensemble de leur plan, et il crie à plein poumon, ordonnant à ses hommes d'ignorer tout le reste et de se concentrer sur lui et de le faire tomber en premier à tout prix. Dans ce moment crucial, alors que tous les yeux et toutes les épées se tournent vers lui, un Sol se souvient des enseignements de son maître, Sao, de faire confiance à son instinct de combat, et de bouger comme ses sens le guident sans réfléchir. Et dans ce moment de clarté, il réalise qu'il a déjà saisi l'essence de l'art de l'épée de son maître. Avec une confiance totale, un Sol déchaîne les arts martiaux pratiques de Sao, se déplaçant comme un fantôme parmi ses adversaires qui ne sont plus capables de suivre ses mouvements et les achève avec une habileté et une précision mortelle, ne laissant derrière lui que les cris de douleur et les corps tombés qui peignent une image tragique sur le champ de bataille. Alors qu'un Sol prenait une respiration pour réfléchir à l'efficacité des arts martiaux qu'il avait appris de Sao, le chef des attaquants l'a soudainement attaqué depuis un angle mort et lui a donné un coup de poing dévastateur, profitant de son moment de distraction. Un Sol remarque le danger imminent de ce coup de poing surprise, et avec un mouvement involontaire, il parvient à le bloquer avec son épée à la dernière fraction de seconde. Un Sol affronte enfin le chef de groupe face à face, qui lui dit froidement que son temps est écoulé, et que c'est sa fin. Le coup de poing était incroyablement puissant, à tel point que l'épée d'un Sol, qui avait résisté à tous les coups, a commencé à se fissurer comme du verre fragile devant elle. De la force de l'attaque violente, un Sol s'envole dans les airs et tombe au loin, frappant le sol durement. Jin crie son nom depuis sa place dans la bataille alors qu'elle le voit tomber, et l'un des attaquants lui dit avec une joie froide qu'il est trop tard et que cet homme, Sol, est déjà mort après avoir reçu ce coup. Jin crie de toutes ses forces à Sol de se lever et de faire attention où il est, réalisant que le vrai danger ne fait que commencer. D'une voix remplie de panique, Jin avertit Soul qu'il se tient directement dans une zone interdite, un endroit où personne ne devrait être. Alors Soul s'effondre sur le sol, grièvement blessé et incapable de bouger, le démon tueur masqué avance vers lui à pas lents et réguliers comme une sombre faucheuse venant réclamer sa victime. Sol lève les yeux et voit le démon tueur étendre lentement sa main vers lui pour l'achever d'un coup final. Soudain, l'instructeur en chef Yukryun Yom crie de toutes ses forces, donnant un ordre tonitruant à tout le monde d'arrêter immédiatement de se battre. En entendant l'ordre, la main du démon tueur s'arrête à quelques centimètres du visage Soul. Dans ce dernier moment à couper le souffle, Maître Sao apparaît comme un fantôme sorti de nulle part et place son épée froide sur le cou du démon tueur, sauvant son disciple d'une mort certaine. Le choqué Sol lève les yeux et peut à peine murmurer le nom de son maître sauveur, Sao. Il sombre ensuite dans l'obscurité de l'inconscience et s'évanouit d'épuisement et de douleur extrême après s'être enfin senti en sécurité et avoir réalisé que ce test horrible était terminé. À toute vitesse, l'instructeur en chef Yukryun court vers eux et crie à ses hommes avec colère et inquiétude de se dépêcher et d'amener immédiatement le médecin fou avant que le garçon ne meure, et que ce talent rare ne soit perdu. L'un de ses assistants proteste contre la décision soudaine de l'instructeur d'annuler la troisième étape du test de cette manière sans précédent, mais l'instructeur en chef déclare fermement qu'il assumera l'entière responsabilité de sa décision devant tout le monde. L'instructeur pense en lui-même avec une joie écrasante qu'il a enfin trouvé la personne qu'il recherchait depuis si longtemps, un individu unique avec des réflexes extraordinaires, une intention de tuer pure et un esprit qui ne faiblit pas même dans les circonstances les plus sombres. Alors que Sol inconscient est emporté, l'instructeur le voit comme une gemme brute et non polie, un talent rare et parfaitement équilibré digne de devenir l'un des 10 vrais disciples démoniaques qui mèneront la prochaine génération. Plus tard, dans l'une des salles du Palais du Diable, Uawemion, l'un des anciens éminents du Palais du Diable, interroge l'instructeur en chef sur sa décision imprudente. L'assistant lui rappelle que le plan original, qui a été élaboré selon la volonté du maître de l'aile de Bayon, était de sélectionner seulement 12 finalistes, 10 pour rejoindre les 10 sectes démoniaques, et 2 autres pour servir Dieu et d'oreilles dans l'ombre. L'aîné Wemion réprimande vivement l'instructeur, l'avertissant qu'il sera sévèrement puni pour avoir mis fin au test avec 2 personnes supplémentaires, mais l'instructeur répond avec confiance qu'il est pleinement préparé à cela et qu'il ne regrettera pas sa décision. L'aîné soupire, exprimant sa profonde inquiétude quant à la réaction des envoyés des 10 sectes démoniaques qui arriveront bientôt pour choisir leurs disciples. Mais l'instructeur le rassure avec une confiance inébranlable, affirmant qu'aucun d'eux n'a un meilleur œil d'expert que lui pour découvrir le vrai talent. Sol se réveille lentement pour se retrouver dans un lit confortable à l'intérieur d'une pièce inconnue qu'il n'a jamais vue auparavant, et il se demande avec confusion où il est et comment il est arrivé ici. De la forte odeur d'herbe médicinale qui emplit l'air, il en déduit qu'il se trouve dans une aile médicale ou un endroit dédié au traitement des blessés. Il inspecte soigneusement son corps pour découvrir que toutes ses blessures ont été complètement et miraculeusement guéries.
Non seulement les blessures externes visibles, mais même les dommages internes profonds subis par la surutilisation d'art de l'épée avancée qui dépassait la capacité actuelle de son corps. Un Sol est émerveillé par l'habileté du médecin du Palais du Diable, qui a dépassé toutes ses attentes et semble être un miracle. Un Sol sort prudemment du lit et ouvre la porte pour se retrouver dans un long couloir calme. Un serviteur qui l'attendait le salue, l'appelant respectueusement jeune maître, puis lui demande poliment de le suivre. Le serviteur le conduit à travers une grande salle luxueuse où sont assis le reste des survivants du test sanglant. Un Sol regarde par une immense fenêtre ronde donnant sur une vue panoramique et s'enquiert de cet endroit, et le serviteur l'informe qu'il se trouve dans le bâtiment central de l'île de l'Enfer. Un Sol réalise que c'est le seul endroit qu'il n'a pas pu explorer sur l'île, qui était entouré de mystères. Un autre serviteur lui demande gentiment s'il souhaite commander de la nourriture, lui assurant qu'il peut préparer tout ce que son cœur désire après tout ce qu'il a traversé. Après un moment de réflexion, un Sol commande seulement 2 bols de nouilles, un plat simple qui lui rappelle son passé. Quelques instants plus tard, la nourriture chaude lui est servie. Et dès qu'il la voit, il se souvient immédiatement de ses souvenirs heureux et chaleureux avec son grand-père lorsqu'ils s'asseyaient ensemble et mangeaient des nouilles avec joie. Alors qu'il était perdu dans ses souvenirs, il trouve Séogine assise en face de lui à la même table, le regardant silencieusement. Un Sol lui demande avec surprise pourquoi elle est assise avec lui sans invitation. Après un court silence, Jin brise la barrière et remercie un Sol de l'avoir sauvé dans la bataille. Elle explique que sans lui et son intervention dans la bataille finale, elle ne serait maintenant qu'une âme perdue dans le monde souterrain car elle était sur le point de mourir. Un Sol semble confus par ses remerciements soudains et répond simplement que tout ce qu'il a fait était d'éliminer les ennemis qui se tenaient sur son chemin. Jin lui explique davantage en disant que seulement 12 personnes étaient censées rester après la fin de la 3e étape selon les règles strictes. Mais afin de le sauver de la mort aux mains du démon tueur, l'instructrice a soudainement arrêté le test, permettant à 14 personnes de survivre. Elle lui dit que de son point de vue, il est la raison directe pour laquelle elle est encore en vie. Et pour cette raison précise, elle voulait le remercier en face à face, admettant que dire des mots aussi émouvants n'est pas du tout dans sa nature. Ensuite, Jin ajoute une autre information, lui disant que 4 jours complets se sont écoulés depuis qu'il a perdu connaissance après la bataille. Un Sol est choqué car il pensait qu'un seul jour s'était écoulé depuis ces événements sanglants. Jin lui dit qu'il a eu beaucoup de chance que le médecin fou se trouve sur l'île à ce moment-là. Elle lui raconte ensuite l'histoire de ce médecin légendaire qui était surnommé la main divine et était considéré comme le plus grand médecin du monde entier. Mais il est devenu fou après avoir échoué à guérir la seule femme qu'il aimait d'une maladie incurable. Cependant, la rumeur dit qu'en dépit de sa folie, il peut encore sauver n'importe qui de n'importe quelle blessure, aussi grave soit-elle, tant qu'il respire encore, même si ce n'est qu'une seule fois. Un Sol se rend compte que ce médecin légendaire est celui qui l'a soigné et l'a ramené du bord de la mort, et il ferme les yeux de douleur, souhaitant que son grand-père ait eu la chance de le rencontrer avant de mourir. Jin décide de lui dire d'autres informations importantes en tant que service final à un ancien camarade d'armes. Elle lui révèle un secret dangereux, à savoir que les démons tueurs qu'ils ont combattus dans le test n'étaient pas de simples gardes ordinaires, mais étaient en fait de vrais maîtres expérimentés. Comme ils ont été spécialement envoyés par les 10 sectes démoniaques pour les tester, un Sol comprend maintenant pourquoi leurs arts martiaux étaient à un niveau si élevé et terrifiant. Il demande ensuite à Jin si elle connaît la vraie raison pour laquelle l'instructeur en chef l'a sauvé. Jin répond que c'est la même question qui la déconcerte et qu'elle voulait lui poser, soulignant que l'instructeur semblait étrangement déterminé à faire de lui l'un des 10 disciples démoniaques. Elle lui demande curieusement si son clan est lié à l'instructeur d'une manière ou d'une autre ou s'ils s'étaient rencontrés auparavant, mais un Sol nie catégoriquement toute relation ou connaissance préalable entre eux. La confusion de Jin s'accentue, et elle lui dit que l'instructeur en chef a été sévèrement puni pour avoir enfreint les règles pour lui et a été contraint de démissionner de son poste et de retourner immédiatement au Palais du Diable. Un Sol est incapable de comprendre la situation, se demandant pourquoi un parfait inconnu risquerait son avenir et son poste pour le sauver, sachant pertinemment qu'il serait puni pour cela. Soudain, une forte cloche retentit dans tout l'endroit, interrompant leur conversation. Jin lui dit que le moment est venu et que c'est le signal convenu pour tous ceux qui sont encore en vie sur l'île de l'Enfer de se rassembler. Elle en déduit que cela ne peut signifier qu'une chose, les chefs et les envoyés des 10 sectes démoniaques sont enfin arrivés pour choisir leurs disciples. Les 14 survivants se rassemblent dans une grande salle au centre de l'île de l'Enfer. Un Sol se tient parmi eux, remarquant le silence étrange qui règne dans l'endroit. Il pense qu'il est étonnant que ce grand nombre de chefs se déplacent sans faire le moindre bruit de pas. Alors qu'il était perdu dans sa confusion, l'un des chefs s'est tourné vers le groupe de survivants, examinant attentivement leur visage, puis a levé la main en pointant du doigt l'un d'eux et a dit d'une voix ferme, « Toi, là ». L'homme se présente comme Bulsa, le chef adjoint de la secte des esprits de la mort, et adresse sa question à l'un des stagiaires, Young Muno, lui demandant de s'avancer. Il répète sa question de savoir si Muno deviendra le successeur de la secte des esprits de la mort. Yang Muno a l'air confus, protestant qu'il ne s'est entraîné qu'aux arts du sabre toute sa vie et qu'il n'a jamais touché une lance. Bolsa lui dit que cela n'a pas d'importance et explique qu'il est né avec les conditions parfaites pour maîtriser la lance des esprits de la mort. Il ajoute que,
Malgré son excellent physique, son corps et son talent sont adaptés à la lance, mais qu'il a choisi le sabre, c'est pourquoi il n'a jamais pu atteindre la véritable grandeur. Il lui demande de le suivre s'il a compris, et Muno accepte à contre-cœur et le suit. Après cela, un autre chef, un vieil homme avec une barbe blanche et un grand chapeau distinctif, déglutit et pense que son tour est venu. Cet homme se présente comme Jok'Yain, le professeur vénéré de 10 000 poisons et maître adjoint de l'étoile de sang infernale. Le reste des stagiaires se sent nerveux, se souvenant de sa réputation redoutable de maître des arts du poison capable de tuer tout être vivant à proximité d'un seul geste. Jok'Yain pointe et appelle Seo-Jin. Il tend la main vers elle et lui demande si elle deviendra la successeur de l'étoile de sang infernale. Jin est choqué, et ses yeux s'écarquillent en pensant que toute sa vie, elle a été connue comme un prodige de l'épée, comme le montre un souvenir d'elle battant ses pairs avec une épée en bois, et maintenant il lui demande de rejoindre la secte qui crée des humains empoisonnés. Jok'Yain s'adresse à elle, disant que le poison le plus terrifiant au monde est un cœur empoisonné. Il révèle ensuite qu'il sait ce qu'elle a fait. Avant que la troisième étape ne commence, elle a utilisé une fille dans la salle d'arts martiaux du château principal pour essayer de tuer tous les stagiaires. Et quand le plan a échoué, elle a tué la fille immédiatement pour couvrir ses traces. Jin crie pour sa défense, affirmant que c'est la fille qui l'a suggéré et qui a essayé de la tuer en premier et que l'accuser de couvrir ses traces est un énorme saut logique. Jok'Yeon l'interrompt pour lui dire qu'il ne la blâme pas. Au contraire, il voit que la volonté de tuer d'innombrables âmes sans hésitation pour atteindre un objectif est un trait parfait pour leurs arts du poison et est même admirable. Il lui explique qu'elle peut penser qu'elle est talentueuse avec l'épée, mais son niveau ne lui permettra jamais de dominer le monde des arts martiaux. Il ajoute que seuls les élus peuvent maîtriser le Murom avec une épée et lui assure qu'elle a un talent pour les poisons bien supérieur à son talent pour l'épée. Les mots les élus résonnent dans l'esprit silencieux de Gina. Elle jette un coup d'œil en secret à un Sol debout parmi les stagiaires, se souvenant qu'il a affirmé qu'il n'avait commencé à apprendre l'épée qu'après être venu au test des 10 disciples démoniaques. Malgré cela, comme elle l'a constaté par elle-même lors des batailles précédentes, sa compétence rivalisait déjà avec ce qu'il lui a fallu 10 ans pour atteindre. Réalisant qui est le véritable élu avec l'épée, elle prend sa décision. Elle s'avance et annonce que dans ce cas, elle acceptera de rejoindre l'étoile de sang infernale. Jio Kyun sourit et demande à Seo-Jin de le suivre. Après leur départ, un autre chef portant une robe rouge s'avance en annonçant que le tour de sa secte est venu. Il se présente comme Wei Yugong de la secte de l'épée Uao, et sa réputation se répand parmi les stagiaires. Les personnes présentes le reconnaissent comme le démon de l'épée, le disciple de l'ancien chef de la secte Uao est actuellement classé numéro 1 dans la voie démoniaque. L'anticipation remplit les stagiaires, l'un se demandant qui il choisira tandis que l'autre espère être choisi. Wei Yugong pointe vers Bo un Sol et appelle son nom. Yugong s'adresse à lui en disant qu'il a entendu que l'instructeur Jin et même l'aîné Dan chantaient ses louanges. Il ajoute avec curiosité qu'en outre, un Sol a hérité de l'art ultime de l'instructeur Shin. Un Sol confirme que c'est vrai. Wei Yugong exprime ses grands espoirs pour ses futures réalisations et lui dit que les profondeurs des arts de l'épée de sa secte sont insondables et qu'il doit s'entraîner dur. Alors qu'il se tourne pour partir, un regard d'hésitation éclaire les yeux d'An Sol alors qu'il se souvient de son maître, Sao. Il élève soudainement la voix en annonçant qu'il n'ira pas à la secte de l'épée Uao. Wei Yugong s'arrête, choqué, et lui demande ce qu'il vient de dire. Une aura rouge violente jaillit de lui, et il demande avec colère si un Sol ose refuser le poste de successeur de sa secte. Un Sol chancelle sous l'immense pression et répond avec difficulté qu'il a entendu dire qu'il pouvait refuser les offres. Wei Yugong lui demande avec un regard froid où il souhaite se joindre après avoir refusé sa secte. En Sol répond qu'il ira au pavillon Nangia. Son choc augmente, et il répète le nom au pavillon Nangia avec dédain. Il crie sur En Sol avec rage, son aura rouge s'intensifiant, se demandant comment il pourrait choisir le pavillon Nangia délabré de tous les endroits et l'accusant d'essayer d'insulter sa secte. Un Sol sent la pression presque écraser son corps et réalise que c'est le pouvoir du démon de l'épée numéro 1 de la voie démoniaque. À ce moment-là, quelqu'un s'avance soudainement pour se tenir devant lui, bloquant l'aura de Wei Yugong. Sa colère s'intensifie, et il crie, se demandant comment un simple maître de salle secrète ose bloquer son chemin. L'homme qui est le maître Sao pose lentement sa main sur son épée. Les autres stagiaires regardent avec horreur, se demandant si cet homme est fou d'essayer de tirer son épée contre le démon de l'épée. Un seul reconnaît son maître, en murmurant le nom Enessa. Wei Yugong se moque de Sao, lui demandant s'il pense qu'il peut dépasser ses limites avec lui simplement parce qu'il est ami avec l'instructeur Jin. L'un des aînés observe la situation avec inquiétude, pensant que si un combat éclate ici, les autres candidats pourraient mourir dans le feu croisé. Alors que la confrontation atteint son apogée et que Sao bouge, une nouvelle voix intervient. Un autre chef sourit et parle calmement, soulignant que tout le monde se sent vraiment mal à l'aise. Le chef aux cheveux blonds portant une robe verte pose sa main sur l'épée de Wei Yugong et leur demande de s'arrêter là. Wei Yugong regarde l'intrus qui se présente comme Dan Chung, le maître adjoint du pavillon Nangyu. Dan Chung demande à Yugong de laisser tomber cette fois pour lui. Les autres aînés acceptent à contre-cœur, et l'un d'eux ajoute en riant qu'il devait de toute façon choisir une personne pour le pavillon Nangia. Yugong lance un regard noir à un Sol et au maître Sao,
ce qui les met mal à l'aise. Avant de partir, il adresse un dernier avertissement à Dan Chung, lui disant de prendre un sol et de partir vite avant que son épée ne se dégaine d'elle-même. Dan Chung s'incline en le remerciant de sa compréhension, puis sourit et demande à Eun-Seol et Sao de partir avec lui. Alors qu'Eun-Seol s'éloigne, il pense à l'aura qu'il vient de ressentir. Elle était remplie d'une forte intention de tuer dirigée directement sur lui. Il réalise que sans l'intervention de Dan Chung et Sao, Wi Yuk-gon l'aurait tué. Tous les trois partent ensemble, et le maître Sao s'adresse à Eun-Seol, louant à quel point ses compétences se sont améliorées depuis la dernière fois qu'il l'a vu. Eun-Seol rit, répondant que c'est grâce à lui qui lui a enseigné la voie de la bête. Dan Chung lui tapote la tête, exprimant sa surprise qu'il ait choisi le pavillon Nangia, mais le qualifie de bon garçon. Eun-Seol répond qu'il sentait que la voie du pavillon Nangia lui convenait à bien des égards. Après un moment, Dan Chung annonce qu'ils sont arrivés et révèle le pavillon Nangia. Eun-Seol est choqué par la scène. Au lieu de l'endroit calme et solennel auquel il s'attendait, il trouve un marché animé rempli de gens. Dan Chung lui demande s'il est surpris et explique qu'à la différence des autres sectes qui contrôlent les marchés locaux, leur pavillon adhère à l'autosuffisance. Eun-Seol remarque que tous ceux autour de lui ont l'air âgés, alors il demande à Dan Chung s'il y a d'autres disciples de son âge dans le pavillon. Dan Chung sourit maladroitement, expliquant que dans le passé, beaucoup de jeunes disciples sont venus après avoir entendu les légendes du pavillon Nangia, mais la plupart d'entre eux sont morts pendant l'entraînement ou se sont enfuis. Eun-Seol comprend la situation tandis que Dan Chung montre un endroit du doigt en disant qu'il a l'air bien. Il lui dit que ce sera sa résidence à partir de maintenant et ajoute que s'il a besoin de quelque chose à réparer, il peut parler au maître Gaul, le forgeron Wang Gaul, et obtenir tous les outils dont il a besoin auprès de lui. Dan Chung et Sao se préparent à partir. Dan Chung appelle Sao pour lui dire qu'il s'en va. Sao fait ses adieux à Eun-Seol, lui disant de continuer son entraînement. Eun-Seol lui demande avec inquiétude s'il ne va pas rester ici. Dan Chung explique que Sao est le maître de la salle secrète et que même si son intervention était pour le protéger, il n'a pas l'autorité ou le pouvoir d'affronter le démon épée de cette façon, et il doit payer le prix de ses actions. Eun-Seol demande ce que signifie payer le prix et si c'est pour ça qu'il part. Sao le rassure de ne pas trop s'inquiéter, expliquant que ce n'est qu'une légère mesure disciplinaire et qu'il ne sera pas absent longtemps. Puis, il le frappe dans le dos, l'avertissant en plaisantant de ne même pas penser à se relâcher juste parce qu'il n'est pas là et l'assure qu'il vérifiera constamment comment les choses se passent. Eun-Seol regarde son maître partir et lui dit de prendre soin de lui. Après son départ, Dan Chung se tourne vers Eun-Seol et l'appelle par son nom complet, Bo Eun-Seol, lui disant qu'il ne peut pas être considéré comme un disciple du pavillon Nangia. Pourtant, Eun-Seol a l'air confus. Dan Chung explique que bien qu'il soit devenu l'un des 10 disciples démoniaques, cela ne signifie pas qu'il est un disciple officiel du pavillon Nangia. Avec un regard sérieux, il lui dit que les faibles ne peuvent pas devenir disciples dans leur pavillon. Eun-Seol se demande si cela signifie que s'il devient plus fort, il peut immédiatement devenir un disciple sans autre formalité. Dan Chung rit, confirmant cela, et explique qu'il ne se soucie pas des formalités inutiles. Il ajoute que chaque disciple de ce pavillon est le pavillon lui-même, il n'est donc pas nécessaire d'imposer un serment ou un sentiment d'appartenance. Il lui dit de ne se soucier de rien d'autre et de se concentrer uniquement sur la maîtrise de ses arts martiaux pour devenir plus fort. Il doit devenir assez fort pour être reconnu comme un disciple du pavillon Nangia. Dan Chung lui dit que tout le monde ici est son professeur, ce qui surprend Eun-Seol. Mais Dan Chung ajoute avec un sourire rusé qu'il appartient au professeur de décider s'ils vont lui enseigner ou non. Le lendemain, Eun-Seol se dirige vers le pic Keoljang. Il gravissait la montagne, haletant d'épuisement, pensant qu'il ne restait plus qu'un peu pour atteindre le sommet. Il se souvient des instructions de Dan Chung qui lui avait demandé la veille de monter au sommet, et lui avait dit qu'un maître qui lui enseignerait la méthode ultime de culture de l'énergie interne s'y trouvait. Quand Eun-Seol atteint le sommet, un énorme homme chauve couvert de cicatrices l'accueille. Il lui demande s'il est celui qui a été choisi pour être un disciple du pavillon Nangia. Eun-Seol le confirme. Le maître dit qu'il a été informé par le maître adjoint Dan qu'il est venu ici pour apprendre la méthode de culture de l'énergie interne, mais il lui demande avec confusion, soulignant qu'Eun-Seol a déjà maîtrisé une certaine technique et se demande pourquoi il en cherche plus, étant insatisfait. Eun-Seol a l'air complètement déconcerté. Le maître crie à son visage, demandant s'il ne sent pas la véritable énergie qui coule de son corps, qui semble avoir été systématiquement construite depuis l'enfance. Eun-Seol répond avec confusion qu'il a vécu toute sa vie comme entrepreneur de pompes funèbres et qu'il n'a jamais appris aucune méthode de culture de l'énergie interne. Le maître s'avance vers lui, lui disant qu'il y a deux possibilités. Soit il est le plus grand menteur du monde, soit il l'a maîtrisé dans son sommeil. Eun-Seol insiste sur le fait qu'il ne ment pas et demande au maître de vérifier par lui-même. Il lui demande si cela le dérangerait, dans ce cas, qu'il détruise toute cette énergie interne. Eun-Seol, malgré sa nervosité évidente, répond que, bien sûr, cela ne le dérange pas. Le maître saisit son bras pour vérifier son énergie, mais il est très surpris. Il découvre que le corps du garçon est rempli de véritable énergie, mais qu'il n'y a aucune circulation de celle-ci.
Il réalise que cela signifie qu'un Sol n'a fait qu'accumuler aveuglément de l'énergie dans son dentier inférieur sans jamais la faire circuler et pense que cela ne devrait pas être possible. Alors qu'un Sol gémit de douleur, le maître le saisit avec colère et crie en demandant l'identité de celui qui a fait cela. Il continue de crier, se demandant qui lui a appris à jeter de la véritable énergie dans son corps de cette façon. Un Sol demande au maître avec confusion ce qu'il entend par comment construire une véritable énergie. Ce dernier répond en lui demandant s'il a déjà appris une technique pour calmer son esprit ou une manière spécifique de respirer. Un Sol répond que s'il s'agit d'une façon de respirer, il y en a une que son grand-père lui a enseignée. Le maître lui ordonne de l'exécuter. Un Sol prend une profonde inspiration et commence à appliquer la méthode que son grand-père lui a enseignée. Le maître est choqué en regardant, pensant qu'il fait circuler son énergie en se tenant debout. Il réalise que cela signifie qu'un Sol peut faire circuler l'énergie dans n'importe quelle posture et note à quel point cette méthode de respiration est remarquable. Un Sol continue de respirer, et le maître lui ordonne d'arrêter. Il lui demande si son grand-père lui a appris cette méthode de respiration, et un Sol le confirme. Il explique que lorsqu'il jouait au jeu du cadavre avec son grand-père, ce dernier lui disait que c'était une façon de respirer plus facilement à l'intérieur d'un cercueil. Le maître lui dit que ce n'est pas seulement une technique de respiration, mais une façon de rassembler la véritable énergie dans le dentier inférieur et de développer une immense énergie interne, et cela s'appelle la méthode de contrôle du flux d'énergie et de la respiration. Il explique que c'est différent d'une technique de culture de l'énergie interne, qui permet à une personne d'utiliser librement l'énergie qu'elle cultive dans son corps. Il révèle à un Sol qu'il a déjà dans son dentier suffisamment d'énergie interne accumulée qu'il faudrait plus de 10 ans à un artiste martial pour atteindre. Un Sol regarde avec choc l'énergie brillante dans le bas de son abdomen. Avec un regard sérieux, le maître demande à un Sol le nom de son grand-père. Ce dernier répond hésitant que son nom de famille était Beau, et son prénom était Gagnant. Le maître répète le nom en réfléchissant profondément, Beau Gagnant. Il lui dit qu'à sa connaissance, en tant qu'humble moine, il n'y a qu'un seul homme dans le Murom qui utilisait le nom de Beau Gagnant. Il se souvient d'une image majestueuse d'un homme et révèle qu'il était l'ancien maître adjoint du palais démoniaque connu comme la première lame du chemin démoniaque, la lame démoniaque à 7 branches, Beau Gagnant. Unseol est complètement choqué et pense à son grand-père. Il se souvient de son visage joyeux et se demande avec incrédulité si son grand-père était vraiment le maître adjoint du palais démoniaque. Mais il secoue rapidement la tête, rejetant l'idée et se demande pourquoi le maître adjoint du palais démoniaque travaillerait comme entrepreneur de pompes funèbres nettoyant les corps de ceux qui sont morts loin de chez eux. Maître Aol Gaongang l'interrompt, disant que quelle que soit l'identité de son grand-père, la méthode de respiration qu'un Sol a apprise est en fait un art secret de la secte Shaolin. Son choc s'approfondit, et il se demande avec étonnement quand il l'entend parler de Shaolin de la faction orthodoxe et se demande si son grand-père était réellement un expert de la faction orthodoxe. La panique le saisit, et il pense à ce qui se passera si le palais démoniaque découvre cela. Il se rend compte qu'il passera soudainement du statut de l'un des 10 disciples démoniaques à quelqu'un qui n'est même pas sûr qu'il sera autorisé à vivre. Maître Yol Gungang le rassure avec un sourire, disant qu'il ne doute pas de lui. Il explique qu'avec le réseau d'information du palais démoniaque, ils auraient déjà terminé d'enquêter sur ses antécédents. Il ajoute qu'il ne connaissait probablement pas la méthode de respiration qu'il avait apprise, bien sûr. Il confirme qu'il est seulement ici pour lui enseigner la technique de cultivation, remplissant sa promesse au pavillon de Nanya, et il lui dit qu'il n'a aucun intérêt à savoir si un Sol a appris l'énergie interne de la faction orthodoxe ou du chemin démoniaque. Cependant, il l'avertit d'un ton sévère que s'il enseigne cette technique, il la donnera à quelqu'un d'autre ou révélera même une seule lettre de son texte, il le tuera lui et tous ceux qui lui sont liés. Unsol hoche la tête en signe d'accord et joint ses mains. Après cela, le maître se présente en disant que son nom est Yol Gungang. Un Sol pense en lui-même, se demandant pourquoi le nom d'un moine du Dharma, un nom bouddhiste, contient un mot de mauvais augure comme le sang. Yol Gungang lui tourne le dos et lui demande s'il connaît la différence entre les techniques de culture de l'énergie interne de la faction orthodoxe et du chemin démoniaque. Un Sol répond qu'il ne sait pas. Yol Gungang commence à expliquer, précisant que les techniques de la faction orthodoxe, comme la méthode de contrôle du flux d'énergie et de la respiration qu'il a mentionné, utilisent des méthodes naturelles pour construire l'énergie interne dans le corps humain. Il poursuit son explication en précisant que le chemin démoniaque, en revanche, utilisera n'importe quelle méthode tant qu'elle construira une véritable énergie. Pour cette raison, ils peuvent accumuler de vastes quantités d'énergie véritable dès le début, mais il prévient que ces méthodes sont en conflit avec le corps et les principes des arts martiaux car elles sont un reflet de la nature. En conséquence, après une longue période, la faction orthodoxe les surpasse massivement dans la pureté de leur énergie et leur niveau de puissance interne. Cependant, Ayol Jongang révèle que l'art de l'esprit réflectif, Pangyoak Symbiop, qu'il transmettra à un Sol est complètement exempt des limitations des arts martiaux démoniaques. Il décrit cette technique comme la plus profonde et la plus supérieure parmi toutes les techniques de cultivation au monde. Il montre sa main et ajoute que la grandeur a toujours un prix. El Gungang révèle que le processus de maîtrise de l'art de l'esprit réflectif était si douloureux qu'il a mâché et avalé ses propres doigts.
Il explique que seuls les talentueux qui peuvent endurer ce niveau de douleur indescriptible peuvent obtenir un corps parfaitement synchronisé avec la circulation de son énergie et le flux de son kai et de son sang. Il raconte son histoire qu'il était un maître au temple Shinran dans le Yunnan, mais il a été faussement accusé d'avoir rompu le vœu de ne pas tuer. Son énergie interne a été détruite, et il a été expulsé. Après cela, le pavillon de Nangia l'a aidé pendant qu'il récupérait son énergie interne. Et en retour de cette faveur, il a promis de transmettre sa technique de cultivation. Yulgumgang dit à Unsol que s'il ne parvient pas à maîtriser l'art de l'esprit réflectif, cela signifie que le maître n'a pas réussi à tenir sa promesse. Par conséquent, il va lui faire passer un test. Il annonce qu'il va maintenant utiliser l'énergie de l'art de l'esprit réflectif pour ouvrir les 365 points d'acupuncture dans le corps d'Unsol en une seule fois. Il explique que pour apprendre cet art, il ne doit y avoir aucune trace d'impureté dans le chi et le sang. Il avertit Unsol que ces points sont généralement ouverts un par un sur une longue période. Et puisqu'ils vont tous les ouvrir en une seule fois, une douleur inimaginable va le submerger. Ayol Gayongang lui donne une chance de se retirer, lui disant d'abandonner s'il n'a pas la confiance nécessaire. Mais Unsol répond fermement qu'il le fera. Le maître sourit et dit, « Bien. Ne le regrette pas. » Aol Jongang crie en libérant son immense énergie dorée, la dirigeant vers Unsol. L'énergie enveloppe complètement Unsol, et le maître pense que l'ouverture des points d'acupuncture apporte toujours une douleur comme gratter les os avec un couteau. El Gaongang se demande combien de temps durera cette confiance d'Unsol, mais il est surpris. Unsol se tient immobile, ses cheveux volant à cause de l'énergie, et il ne crie pas. Il ne gémit même pas. Le maître remarque que la sueur qui coule de lui n'a aucune odeur nauséabonde. Et Olgomgang réalise l'incroyable vérité que ce garçon n'avait aucune impureté dans ses points d'acupuncture depuis le début. Unsol se tient immobile après la fin du processus. Yolgumgang le regarde et commence à rire doucement, puis son rire éclate. Il demande à Bo Unsol si c'est son nom complet, et Unsol répond, oui. Yolgumgang annonce avec enthousiasme qu'à partir d'aujourd'hui, il lui transmettra le Pangyoak Symbiop, l'art de l'esprit réflectif. 6 mois passent. Unsol se tient au sommet de la montagne tandis que Yolgumgang soulève un énorme rocher avec sa main et l'envoie voler dans les airs. L'énorme rocher se dirige vers lui à grande vitesse. Bo Unsol se tient sans esquiver ni reculer, et le rocher se brise lorsqu'il frappe son corps, les roches brisées se dispersant partout. Il apparaît, son corps est maintenant musclé, sans une seule égratignure ni blessure due au rocher. Son maître le regarde soulever un énorme rocher et reconnaît qu'il a définitivement atteint le premier stade. Le maître appelle Bo Unsol, qui se tient maintenant avec un physique fort et de longs cheveux flottant au vent. Maître El Gumgang pense qu'il lui a fallu 3 ans pour atteindre ce stade, alors qu'Unsol l'a accompli en seulement 6 mois. Il admet que les progrès d'Unsol ont dépassé ses attentes. Il note que grâce à l'apprentissage de la technique de cultivation, la véritable énergie qu'Unsol avait stockée s'est répandue dans ses voies, stimulant sa croissance physique réprimée, le rendant plus sain et avec une apparence complètement différente. Le maître dit à Unsol que son temps d'entraînement a commencé, et ce dernier acquiesce. Unsol s'assoit dans une posture méditative en pensant que grâce à son maître, il a rapidement atteint le premier stade, mais il se rend compte que ce n'est pas suffisant car l'art de l'esprit réflexif comprend 8 stades. Il décide d'atteindre au moins le 2e stade avant de quitter cette montagne. Pendant qu'il médite, Maître El Gaongang sent quelque chose d'étrange émaner d'Unsol. Il ouvre soudainement les yeux, se demandant ce qu'est cette sensation. L'énergie circule à l'intérieur d'Unsol, et le maître réalise avec choc qu'il s'agit de la pureté des muscles et des os. C'est le 2e stade. Pas son maître le regarde et pense qu'atteindre le 2e stade signifie réorganiser les os et les muscles pour atteindre un état optimal pour augmenter la force du corps, mais cette transformation radicale exerce également une pression énorme et dangereuse sur tout le corps. Il crie à Unsol, lui disant de vider son esprit et de se concentrer. Il s'inquiète car le corps d'Unsol ne peut pas contrôler sa véritable énergie en raison du changement soudain. Et si cela continue, il finira par subir des blessures internes mortelles. Il décide qu'il n'a pas d'autre choix que d'utiliser son énergie centrale d'origine pour l'aider et pose sa main sur lui. Unsol ferme les yeux alors que l'énergie se transfère à lui. Il ouvre les yeux, étonné par cette énergie incroyable qu'il ressent. Il se tourne et appelle son maître. L'homme épuisé lui demande s'il a déversé sa véritable énergie en lui et se demande pourquoi il ferait une chose pareille pour lui. Le maître écarte l'inquiétude d'Unsol, lui disant que s'il ne maîtrise pas l'art de l'esprit réflexif, lui, l'humble moine, ne pourra pas quitter le pavillon de Nangia. Unsol pense que son maître semble effrayant et parle grossièrement, mais c'est en réalité une personne gentille. Il lui dit qu'il n'oubliera jamais cette faveur, mais le maître, titubant légèrement, refuse. Il lui demande d'oublier son existence. Unsol se souvient des paroles de son maître, Sao, qu'il est toujours préférable d'oublier les faveurs et les rancunes. Il se demande pourquoi tout le monde lui dit la même chose. Le maître lui dit que s'il veut vraiment le rembourser, il doit un jour atteindre l'illumination et atteindre le 8e stade, l'état de la grande origine. Il explique que c'est la seule façon de rendre l'appareil, révélant qu'il lui manquait lui-même le talent et qu'il pouvait à peine atteindre le 5e stade. Unsol le regarde avec compréhension et lui dit qu'il comprend.
Il lui dit que maintenant qu'il a atteint le 2e stade, il n'a plus besoin de lui pour lui enseigner. Ce dont Eun-Sol a besoin maintenant, ce n'est pas de maîtriser l'art de l'esprit réflexif, mais de construire une base solide dans les arts martiaux. Il lui ordonne d'aller à la terrasse de Chongmyon, à l'extrémité de l'académie du pavillon de Nanjia, et d'y entraîner ses techniques de mouvement. Eun-Sol reste silencieux tandis que son maître, Yeol Jeumgang, lui dit d'y aller. Il s'incline devant lui souhaitant d'être sain et sauf. Yeol Jeumgang le regarde partir et lui souhaite silencieusement la même chose. 3 mois plus tard, 2 hommes sont assis dans une pièce du pavillon de Nanjia et discutent. L'un dit à l'autre que le bataillon de Shanshan est revenu ce matin, et son compagnon lui demande s'ils sont allés éliminer la faction de Shangrian. L'homme confirme que ces salauds ont eu ce qu'ils méritaient après s'être attaqués à un disciple de la maison principale, exprimant sa satisfaction que leur unité de combat, le bataillon de Shanshan, ait été envoyé pour s'occuper de toute faction qui s'oppose à la maison principale. Le deuxième homme se demande si la brigade Bongin, l'unité de renseignement, reviendra bientôt. Pendant qu'il parle, plusieurs ombres rapides apparaissent à l'extérieur. Le premier le remarque en disant sarcastiquement « Parlez du diable » et se plaint qu'ils agissent toujours comme des espions au lieu d'utiliser la porte d'entrée. Des hommes en vêtements sombres atterrissent gracieusement sur le toit. L'un d'eux se tient sur le toit, regardant l'horizon. Une autre personne apparaît derrière lui et commande sarcastiquement sa position sur le toit, disant qu'il se tient comme s'il voulait que quelqu'un le peigne. L'autre personne appelle celui qui est sur le toit en exigeant qu'il vienne dans le hall puisqu'il est de retour au lieu de se promener dehors. Il est révélé que l'homme sur le toit est Baek-yoon, le chef de la brigade Bongin du pavillon de Nanjia. Il s'adresse à lui en utilisant le titre de maître adjoint du pavillon. Dan Chung, le maître adjoint, répond qu'il lui a dit de l'appeler par son nom quand ils sont seuls. Baek-yoon refuse catégoriquement, affirmant qu'il ne peut pas le laisser jouer avec la discipline du pavillon, qui est déjà trop laxiste. Baek-yoon dit au maître adjoint que son arrivée est opportune car il était sur le point de le chercher. Il le confronte avec colère, se demandant pourquoi il a amené ici un disciple démoniaque talentueux de l'île de l'enfer, d'autant plus qu'il était contre le plan des 10 disciples démoniaques depuis le début et comment il a intercepté un talent qui était en route vers la secte de l'épée de Yuao. Dan Chung explique calmement qu'il ne l'a pas amené, mais que le garçon a choisi de venir vers eux, refusant catégoriquement l'offre de la secte de l'épée de Yuao. Baek-yoon est choqué à l'idée qu'un talent exceptionnel ait choisi leur pavillon délabré. Dan Chung est d'accord et mentionne qu'il a failli se battre avec le démon de l'épée, Wi Yuk-gon, à ce sujet. Il sourit, admettant qu'il admire le courage du garçon, Eun-Sol, qui voulait rejoindre leur pavillon de son propre gré. Baek-yoon reste sérieux, soulignant qu'à cause de cet incident, la secte de l'épée de Yuao s'est abstenue de choisir un disciple démoniaque et que le chef de la secte a exprimé son extrême mécontentement. Dan Chung hoche la tête en signe de compréhension. Baek-yoon continue de le réprimander, lui rappelant que leur pavillon est sous la surveillance du palais démoniaque depuis longtemps et est déjà traité comme une secte marginalisée. Dan Chung l'interrompt, disant qu'il a passé trop de temps dans le monde extérieur et lui rappelant que le but du pavillon de Nanjia est d'atteindre le sommet des arts martiaux, pas de contrôler le monde de Murom. Baek-yoon rejette cela comme un simple idéalisme. Il se calme un peu et lui dit qu'il y a une affaire urgente à régler. Il demande où se trouve cette personne qui est devenue le successeur de leur pavillon et ajoute qu'il a entendu dire qu'Eun-Sol était dans une situation qui pourrait le faire perdre son statut de l'un des 10 disciples démoniaques. Pendant ce temps, Eun-Sol est montré en train de s'entraîner, lui et ses camarades, à courir à la surface de l'eau, sautant et se déplaçant avec une légèreté et une agilité étonnantes sur l'eau. Eun-Sol se souvient qu'avant le début de l'entraînement, un vieil homme s'est présenté à lui comme Go-Wol, autrefois connu sous le nom de Grand Voleur, vitesse ultime sans ombre. Go-Wol explique que la technique qu'il va lui enseigner est un art martial de mouvement physique qui intègre des techniques de mouvement et de jeu de jambes, et il l'a nommé vitesse ultime sans ombre d'après son propre titre. Il avertit que tous les disciples du pavillon de Nanjia qui ont tenté d'apprendre cette technique ont fini estropiés. Après seulement un mois, Go-Wol est choqué de le voir se déplacer comme l'éclair sur la surface de l'eau. Il annonce en riant qu'il va quitter les lieux puisqu'il a enfin trouvé quelqu'un pour hériter de sa technique. Il dit à Eun-Sol qu'il a appris toutes les bases et qu'il doit maintenant les affiner par le biais de combats réels. Dans le présent, Dan Chung et Baek-yoon regardent Eun-Sol se déplacer habilement sur l'eau. Dan Chung identifie la technique comme la vitesse ultime sans ombre du maître Go-Wol. Il se demande si Eun-Sol n'a fait que s'entraîner aux techniques de mouvement depuis son arrivée. Dan Chung rit, niant cela, et expliquant qu'il n'est arrivé qu'il y a 6 mois et que le mois dernier, il était sur le pic Keoljang. Baek-yoon en déduit que cela confirme la rumeur selon laquelle Eun-Sol a maîtrisé le chemin de la bête errante sur l'île de l'enfer en seulement 15 jours. Ce dernier révèle que la raison en était que Sao lui a donné toute son eau spirituelle de source supérieure. Baek-yoon doute que le chemin de la bête errante puisse être maîtrisé pour cette seule raison. Il demande à Dan Chung si le maître du pavillon va bientôt sortir de sa retraite. Il confirme que c'est le palais démoniaque qui a imposé le projet des 10 disciples démoniaques. Dan Chung explique qu'à la différence du pavillon de Nanjia, il précise que l'objectif principal du projet était de créer des assassins pour éliminer les maîtres de la faction orthodoxe. Baek-yoon répond qu'il le savait,
mais il semble que certaines sectes démoniaques n'ont pas compris l'intention. Dan Shun considère que ce n'est pas une mauvaise idée. Comme si ses successeurs étaient talentueux, ils seraient de toute façon choisis. Baekhyun convient que c'est ce qui se serait passé dans des circonstances normales. Il révèle qu'Eun Sol a causé un problème en tuant Gang Mourayon. Dan Shun rejette la question, lui rappelant que toutes les sectes ont accepté les termes de la troisième étape. Baekhyun prévient que Baek Maza n'est pas le seul à avoir un problème avec lui. Il explique que la secte de l'épée Uau est très en colère. Il ajoute que le démon de l'épée Gon exige une punition sévère et que l'instructeur Shin Guang. Dan Shun se moque du fait qu'ils aient puni l'instructeur, et maintenant ils veulent punir le disciple. Il trouve cela méprisable et demande les exigences spécifiques de Baek Maza et de la secte de l'épée Uau. Baekhyun répond que la première demande est de convoquer un Soul au palais démoniaque pour tester ses qualifications. La deuxième demande est de lui interdire définitivement d'utiliser l'épée. Dan Shun refuse catégoriquement cela, considérant qu'il est ridicule d'exiger qu'un disciple de la maison principale. Il le regarde terminer son entraînement en sautant au sommet de la cascade. Dan Shun loue Eun Sol, notant qu'il a bien maîtrisé la technique de mouvement. À ce moment-là, Baekhyun se tourne vers lui et lui demande de confirmer son identité. Êtes-vous le disciple de la maison principale, le disciple démoniaque? Dan Shun présente Eun Seol au chef de la brigade de Bongin et au chef du pavillon, Baekhyun. Eun Seol salue le chef de brigade Baek avec une révérence respectueuse, et il lui rend la salutation. Commence à parler de l'affaire urgente, mais Dan Shun l'interrompt soudainement. Il minimise l'affaire en disant que cela ne vaut pas la peine d'ennuyer Eun Sol avec ça. Eun Sol intervient, annonçant que puisque tout cela est arrivé à cause de lui, il sera celui qui en assumera la responsabilité. Dan Shun gémit, réalisant qu'il avait tout entendu. Eun Sol s'excuse, expliquant qu'il utilisait l'œil du cœur et la vague vide du chemin de la bête. Baekhyun est surpris, se demandant comment il a pu utiliser une technique sensorielle basée sur les vibrations. Eun Sol le confirme, expliquant qu'il a essayé d'évoquer le chemin de la bête. Dan Shun sourit au Baekhyun choqué en commentant à quel point Eun Sol est incroyable. Baekhyun serre le poing et pense que si Eun Seol est un tel génie. Dan Shun rejette l'idée sous le choc. Il crie à Baekhyun, se demandant s'il a l'intention d'envoyer Eun Seol au palais démoniaque pour ce faux test. Baekhyun explique que le but du palais démoniaque est probablement juste d'aider le maître de Baek Maza. C'est pourquoi le test a lieu au palais démoniaque et non sur les territoires de Baek Maza ou de la secte de l'épée Uau. Il ajoute que s'il refuse cette offre, les choses deviendront si pénibles. Cependant, Dan Shun hésite à envoyer un novice comme lui. Eun Sol les interrompt avec une déclaration claire qu'il ira. Il assure aux deux hommes étonnés qu'il ira au palais démoniaque. Il justifie sa décision en disant que comme l'a mentionné le chef de brigade, tout ce qu'ils veulent, c'est sauver la face. Et plus important encore, en tant que disciple du pavillon Nanjia. Dan Shun met sa main sur son visage, désespéré, tandis que Baekhyun hoche la tête. Il suggère d'accepter la demande maintenant afin qu'elle ne soit plus utilisée contre eux. Dan Shun ajoute que si un seul réussit le test, il annonce qu'à condition d'obtenir cette promesse. Alors qu'il traverse le palais démoniaque, il se souvient que lorsqu'il est arrivé ici pour la première fois. Mais maintenant, il marche dans le palais démoniaque en tant que successeur du pavillon Nanjia. Un garde le conduit à un bâtiment. Eun Sol entre dans le bâtiment, pensant que cet endroit est responsable de toutes les opérations. Il descend le couloir et ouvre une porte, réalisant qu'ici il découvrira quel est son test. Dès que la porte s'ouvre, Eun Sol est très surpris par ce qu'il voit devant lui. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.